Bienvenue dans l'univers des routes maudites. La route ne croit pas aux monstres. Elle en crée. Chaque nuit, des routiers affrontent des phénomènes inexplicables, voient des silhouettes qui ne devraient pas exister, entendent des voix sur des fréquences censées être silencieuses. Ce soir, je vous raconte 11 récits authentiques de la route. Pas de fioritures, pas de mise en scène dramatique, juste la vérité brute de ce qui se passe quand on roule à travers les coins les plus sombres de l'Amérique. Ces conducteurs ont affronté des traqueurs dans les aires de repos, des saboteurs manipulant leurs camions, et des véhicules fantômes disparaissant sans explication. Des lignes de frein mystérieusement sectionnées dans le Wyoming, des voix chuchotant des menaces sur les radios CB. Ces histoires changeront votre perception de chaque camion que vous croiserez sur l'autoroute. Je quitte le dépôt de distribution d'Omaha juste après 21h30. Un vent d'automne aigu me transperce alors que je termine la vérification de mon Peterbilt 579 de 2017. C'est un camion frigorifique chargé de caisses de laitue et de fraises. Des produits qui n'attendent pas l'aube. La centrale veut que je sois à Denver pour 6 heures du matin. Aucune excuse n'est tolérée. Je démarre, verrouille mon statut en service et franchis le portail, laissant le turbo s'emballer tandis que les lumières du dépôt s'estompent derrière moi. Les trajets de nuit ne sont pas mes préférés, mais les produits ne se soucient pas des préférences, et l'argent est meilleur quand on roule dans l'obscurité. La radio CB est silencieuse, à part quelques mises à jour météo. Des bancs de brouillard légers à l'ouest de Lincoln, des vents du nord-ouest. Rien que je n'ai déjà géré 100 fois. Une fois installé en 8e vitesse sur LI 80, le rythme s'installe. Les pneus bourdonnent, le moteur ronronne, l'unité frigorifique cliquette comme une tondeuse lointaine derrière la cabine. Je sirote un café brûlé de station-service et regarde les bornes kilométriques défiler. À environ 40 minutes de route, juste à l'est de York, je passe un appel de courtoisie, breaker Inten, camion frigorifique en provenance d'Omaha, direction Denver. Quelqu'un sur la route? Seul le silence répond, ponctué par le sifflement d'un micro ouvert quelque part plus bas sur la bande. Ce n'est pas inhabituel. Les conversations sur CB se sont raréfiées depuis que les smartphones ont pris le relais. Mais le silence semble plus lourd la nuit, comme si la route elle-même retenait son souffle. Vers le marqueur kilométrique 329, une paire de phares s'engage sur la bretelle derrière moi, mais le conducteur garde ses distances. Je distingue à peine sa silhouette dans mes rétroviseurs. Un gros camion, probablement une autre remorque sèche, mais il roule avec des feux tamisés et sans éclairage de gabarit. C'est étrange. On peut vous verbaliser pour des feux éteints. Je mets cela sur le compte d'une ampoule défectueuse ou d'un conducteur qui n'a pas remarqué un fusible grillé. 10 miles plus loin, le même camion est toujours là, à 200 mètres, comme une ombre collée à mes portes arrière. Je prends le micro, Westbound. Tu roules sur mon pare-choc. Tu veux doubler? Dis-le. Il y a de la place. Silence. Les poils de mes avant-bras se hérissent. Je me dis que ce n'est rien. Je me concentre sur l'horaire et la route. L'emploi du temps régit tout ici. Prendre du retard, c'est perdre la cargaison. Perdre la cargaison, c'est perdre le salaire. Les lumières au sodium de York disparaissent. Je suis englouti par la nuit. Pas de ferme, pas de sortie avant un bon moment. Mon café est devenu tiède. Pour rester éveillé, je feuillette des podcasts, mais la réception mobile s'effondre, me laissant avec la CB et mes propres pensées. 20 minutes plus tard, une voix brise le silence. Rude, presque mécanique, sans indicatif. Reste à droite, voie 5. La voie s'interrompt si brusquement que je ne suis même pas sûr de l'avoir entendue. Il n'y a pas de voie 5 ici. Juste 2 voies vers l'ouest, l'asphalte blanchâtre sous les phares. Je clignote mes feux 2 fois en signe d'acquittement, espérant que celui qui a transmis clarifiera, mais la radio retourne au silence. Le camion derrière moi clignote ses phares. Etient. Alum. Éteint à nouveau. Je jette un coup d'œil à mon tableau de bord. Pression d'huile stable. Refroidissement bon. Le moteur tourne à 1350 tours par minute. Rien d'anormal sous mon capot. Alors, pourquoi je transpire? La station-service de North Platte est encore à 130 miles. Je pense appeler la centrale, mais ils me diront juste de continuer à moins d'être en danger imminent. De plus, avouer sa peur à la radio, c'est du niveau amateur. Je clique sur la caméra de remorque installée après une série de vols de cargaison l'année dernière et ne vois qu'une autoroute déserte derrière mes portes. Pas de phare. C'est impossible. Je sens la présence de quelqu'un. Mon pied quitte l'accélérateur juste assez longtemps pour que le régulateur de vitesse s'éteigne et que la vitesse tombe à 60. Si le suiveur est réel, il comblera l'écart. Rien. Juste l'obscurité.
Je vérifie les rétroviseurs à nouveau. Ils reflètent la lumière des étoiles et la lueur faible de mes feux de gabarit. Soit mes yeux me jouent des tours, soit quelqu'un roule avec toutes ses ampoules éteintes. Pourquoi? Trafic de drogue, voleur de cargaison ou simple stupidité. Je remets le régulateur à 68 et me force à respirer au rythme du sifflement du turbo. Tu es sur la route depuis trop longtemps. Je me morigène. La dette de sommeil crée des fantômes. 50 miles plus loin, j'atteins l'aire de repos d'Odessa. L'endroit est à moitié éclairé, 2 lampes au plafond grillé, et le parking est un patchwork d'ombre. Je me gare à côté d'un transporteur de bétail dont le conducteur dort à point fermé, rideau tiré. Je coupe le moteur, laisse le frigo en marche, et descends pour me dégourdir les jambes. L'air froid mort, portant l'odeur antiseptique de l'eau de javel des toilettes. Je fais le tour de la remorque, vérifiant les joints et les durites de frein par habitude. C'est alors que je le vois. Une fine entaille dans le tuyau en caoutchouc souple alimentant la chambre de frein arrière côté conducteur. Les bords sont nets, frais. Si cette durite éclate sous pression, je perds les freins sur cet essieu. En charge, je pourrais faire un tête-à-queue. Mon estomac se noue. Je roulais à vitesse d'autoroute il y a quelques minutes. Encore 30 miles et j'aurais franchi les collines douces mais impitoyables du comté de Lincoln avec la moitié de mon système de freinage. Quelqu'un a fait cela en roulant ou à notre dernier arrêt carburant, en comptant sur le fait que je ne le remarquerai pas avant le pire moment. Je m'accroupis, passe un doigt le long de la coupure. Elle est juste assez profonde pour suinter sous pression, mais pas pour se rompre. Quelqu'un qui connaît les camions a fait cette incision. Je sors du ruban adhésif et une pince de rechange. Je bricole d'une réparation temporaire. Pendant que je travaille, j'écoute. Le vent agite un drapeau mal fixé. Le bourdonnement des moteurs au ralenti, le grondement lointain des camions qui passent. Rien d'autre, mais la sensation d'être observé vibre sous ma peau. Je termine, me relève, et balaie du regard la rangée de camions garés. Quelques cabines brillent en bleu à cause des écrans de télévision. La plupart sont sombres. Aucun signe de mon suiveur fantôme. Je me hâte de remonter, verrouille les 2 portes, et teste les freins pour vérifier la pression statique. Ils tiennent pour l'instant. La centrale réagit à peine quand j'appelle. Copy, conducteur. Notez les dégâts et nous signalerons la maintenance à Denver. Pouvez-vous toujours livrer? Traduction. Continuez. La marchandise n'attend personne. Je pourrais protester, mais le temps, c'est de l'argent, et la réparation semble solide. Je complète mon café dans mon thermos, avale 2 comprimés de caféine, et repars. De retour sur Rally 80, la circulation est inexistante. La lune s'est couchée, me laissant dans une obscurité de velours. Je règle le régulateur à 63 pour réduire la pression sur la durite réparée. Quelques minutes plus tard, de faibles phares apparaissent, puis disparaissent à nouveau derrière moi, trop loin pour évaluer la distance. Breaker, ombre vers l'ouest, identifiez-vous. Je grogne dans le micro, essayant de paraître ennuyé plutôt qu'effrayé. Seul le silence répond. Je reprends le micro et donne ma position, la couleur de mon camion, les autocollants de la compagnie sur la remorque, tout sauf ma plaque. Une vieille habitude de 10 ans pour établir ma légitimité. Toujours rien. Vers le marqueur kilométrique 225, un panneau vers signal des travaux plus loin. Circulation sur une seule voie, cône, accotements étroits. Parfait. La silhouette derrière moi se matérialise dans la pénombre alors que je m'engage dans la fusion. Pas de lumière, juste la suggestion d'une masse, comme si l'autoroute elle-même s'était nouée en quelque chose de solide. Mon rétroviseur montre une silhouette. Un toit plat de cabine, peut-être un vieux fretliner. Mon pouce en balle. Les amendes du DOT ne valent pas le coup de rouler dans le noir. Celui qui est derrière a une raison, et aucune des explications n'est bonne. La zone de travaux dure 5 miles, interminable dans l'obscurité. Limite de vitesse, 55. Mon Peterbilt avance à 50. La forme derrière moi reste parfaitement alignée. Ni plus près, ni plus loin. Je pense à appuyer sur le micro du canal 19 et à le laisser ouvert. Peut-être que les équipes de construction surveillent. Mais si les trackers ont des intentions malveillantes, diffuser de la peur pourrait me désigner comme une cible encore plus claire. À la fin de la zone de travaux, la circulation redevient à 2 voies. Je mets mon clignotant droit, me glisse sur la voie lente et effleure les freins. Ma réparation improvisée tient, avec un sifflement régulier. Vers l'ouest, vous êtes libre de doubler. Je propose. Toujours le silence, mais l'ombre se décale à gauche, se mettant à ma hauteur. Pendant une seconde sans souffle, je pense que je vais pouvoir le voir. Mais alors que ma cabine et la sienne se rapprochent,
chaque lumière du camion s'allume soudainement. Phare, feux de gabarit, marqueurs ambrés, si brillants qu'ils aveuglent mon rétroviseur latéral. Je protège mes yeux, ébloui. Puis, comme un interrupteur, les lumières s'éteignent et le camion recule si vite qu'il doit freiner brutalement. Il se place à nouveau derrière mes portes de remorque et disparaît. Je tremble maintenant. Je klaxonne 2 fois, 2 coups de klaxon courtois, et accélère à 70, risquant la réparation. Mon GPS indique 87 miles jusqu'au poste de contrôle du Wyoming. Cela devient ma bouée de sauvetage. Si je peux atteindre la station de pesée, j'aurai des officiers en uniforme, des projecteurs, des caméras. Aucun convoi fantôme ne veut cette attention. Les minutes s'étirent en décennies. Ma gorge se dessèche. À chaque borne kilométrique, je compte à voix haute, forçant le calme. À 10 miles de la frontière de l'État, le brouillard s'installe. Épais, collant au sol, réduisant la visibilité à la portée de mes phares. Des gouttes de condensation perlant sur le pare-brise. Les essuie-glaces grincent. Le thermomètre baisse. 44 degrees Fahrenheit. La vapeur s'échappe de l'échappement du frigo. À travers la brume, des points LED rouges se dessinent devant moi. Peut-être des feux arrière à 1 mile. Je les rattrape lentement. Ils appartiennent à une paire de camions à céréales roulant en tandem. Probablement des agriculteurs transportant en retard pour respecter un horaire de silo. De bons témoins. Je passe un appel sur la radio. En avant, les gars. Le camion frigorifique arrive. Sa voix est un baume. Un umai normal. Je me glisse derrière les camions à céréales. Dès que je le fais, le suiveur réapparaît dans mon rétroviseur, se glissant sur la voie de droite, à hauteur de ma remorque. Mais cette fois, je le vois clairement. Une vieille cabine internationale, couleur charbon. Aucun logo de compagnie. Une plaque d'attelage vide. Il roule en solo, sans remorque. Pas étonnant qu'il puisse manœuvrer si vite. Mais pourquoi suivre un frigo chargé ? Le vol de cargaison nécessite généralement une deuxième remorque pour transborder. Rien ne colle. Le solo se rapproche. La vitre du conducteur s'aligne avec la mienne. La lueur des feux de la route des camions à céréales scintille sur sa cabine. Pendant un instant, j'aperçois le conducteur, ou je crois l'apercevoir. La vitre latérale est teintée plus sombre que la norme, peut-être même peinte. De mon angle, je ne vois pas de visage, seulement la faible lueur d'un tableau de bord. Il reste là, à ma hauteur. Je fais un geste de la main, un « quoi tu veux ». Il accélère soudainement, toujours sans lumière, se place devant moi, puis tourne à droite, se glissant entre mon nez et l'attelage de la deuxième remorque à céréales, un espace à peine de 20 mètres. Le klaxon du camion à céréales retentit, furieux. Je pile, la durite réparée siffle, mais tiens. Ma remorque oscille, les caisses de produits se déplaçant. Le solo se précipite à nouveau sur la voie de gauche, dépasse le premier camion à céréales, et disparaît dans un brouillard si épais qu'il avale les feux arrière. Le conducteur du camion à céréales jure sur la CB, demandant si je vais bien. Je parviens à répondre par l'affirmative, d'une voix tremblante. « Un idiot va tuer quelqu'un », dit-il. Je suis d'accord, mais garde le reste pour moi. Nous roulons ensemble jusqu'à ce que le panneau de la frontière du Wyoming apparaisse et que la bretelle de la station de contrôle se profile. Des flashers ambrés nous guident comme une piste d'atterrissage. Les 2 camions à céréales prennent la voie de contournement. Ils ont été préenregistrés par transpondeur. Mon préenregistrement clignote inexplicablement en rouge. Arrêt obligatoire. Normalement, je râlerais pour le retard, mais ce soir, cela ressemble à une délivrance. Je freine sur la rampe de pesée, les coussins d'air sifflants, le cœur battant. Le solo n'est nulle part en vue. Les lumières de la station de pesée brillent, blanches contre le brouillard. Je m'arrête où c'est indiqué, baisse la vitre, et tends mes papiers à l'officier de service, un homme robuste en veste haute visibilité. Il feuillette les pages, jette un coup d'œil au camion avec une lampe torche, et fronce les sourcils en voyant la durite de frein réparée avec du ruban adhésif. Réparation temporaire. J'explique, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Réparation complète prévue lors du quart de matin à Denver. Il hoche la tête, griffonne une note. Je risque une question. Vous avez vu un solo gris avec une cabine surélevée passer ici ? Pas de plaque sur le pare-choc. Son sourcil se leve. L'alarme de la balance s'est déclenchée il y a 5 minutes. Un véhicule a contourné à plus de 70. C'est probablement lui. Je réponds, la gorge serrée. Il marmonne quelque chose sur la mise en danger d'autrui, entre dans le bureau et appelle la patrouille routière. Pendant qu'il parle, je m'étire les jambes près de la cabine, les projecteurs de la station de contrôle chassant chaque ombre.
En sécurité, je pense. Quand je remonte dans le Peterbilt, les papiers signés, je fais une dernière inspection des caméras. Ma caméra arrière, câblée pour enregistrer en continu, montre un écran statique de 22h41 à maintenant. 31 minutes of faces. La caméra avant aussi, comme si quelqu'un avait appuyé sur la réinitialisation matérielle. Ces systèmes nécessitent une séquence de touches délibérée pour être désactivés. Je suis resté derrière le volant tout le temps. Je quitte la balance, me gare sur le parking adjacent et coupe le moteur. Le frigo bourdonne seul. Je pourrais continuer. L'horloge me presse, mais la chute d'adrénaline me laisse tremblant. Mieux vaut sacrifier la ponctualité que de rouler avec des freins défectueux et sans image. J'appelle la centrale, cherchant une solution. Ils écoutent, vérifient le signal GPS qui me montre stationnaire à la balance. Notez l'absence de flux vidéo. Restez sur place, conducteur, disent-ils enfin. La sécurité d'abord. Ils enverront un service de dépannage à l'aube. Dans la couchette, l'épuisement me frappe comme une palette lâchée. Mais mon esprit tourne, rejouant chaque détail. La durite de frein fendue, la voix disant « reste à droite ». Voix 5, les camions noirs, la caméra effacée. Qui a saboté ma durite? Que voulait-il? Aucune de mes marchandises n'a une valeur élevée. Les produits périssent trop vite. Peut-être étais-je une cible aléatoire. Peut-être un test pour une cible plus lucrative. Mais pourquoi effacer mes enregistrements? Pourquoi jouer sur la route au lieu de frapper directement? Les questions s'accumulent comme un mauvais temps. Je me réveille en sursaut à 4h17 au grondement d'un moteur au ralenti à proximité. Le cœur battant, je regarde à travers le rideau. Un camion de maintenance, gyrophare orange clignotant lentement. Solagement. Un mécanicien nommé Harris remplace la durite correctement, signe le registre. L'aube rose l'horizon quand je repars enfin vers l'ouest. Le reste du trajet se passe sans incident. Les stations de pesée sont routinières. Les voies sur la CB, banales. Aucun suiveur dans les rétroviseurs. Au quai de Denver, un contremaître vérifie les scellés et me dirige vers le quai 4. Pendant que les chariots élévateurs déchargent les fraises maintenant un peu trop chaudes, j'ouvre ma boîte latérale pour ranger mes outils. À l'intérieur se trouve une carte de visite qui n'y était pas avant. Finition mat noir, sans nom, seulement une phrase imprimée, voix 5, et un numéro de téléphone. Pas d'indicatif régional, juste 7 chiffres. Mes mains deviennent glacées. Quelqu'un a été à quelques centimètres de moi après le sabotage, assez près pour glisser cette carte dans un rangement verrouillé. Je la retourne. Rien. Une empreinte blanche dessine un logo depuis longtemps effacé. Peut-être une compagnie de transport, peut-être une blague. Mon esprit rationnel tente de me rassurer. Les aires de repos attirent des voyageurs bizarres. Les mécaniciens peuvent être des farceurs. Les coïncidences existent. Pourtant, chaque fois que j'appuie sur la pédale de frein maintenant, je me souviens du sifflement d'une durite presque sectionnée et de la vitre vide où un visage de conducteur aurait dû être. La centrale demande un rapport d'incident. Je le rédige minutieusement. Le service de sécurité envoie un email poli de remerciement et promet une enquête. Les semaines passent. Aucun suivi. Le numéro sur la carte. Je ne l'appelle jamais. Certaines nuits, quand les miles s'étirent solitaires, je pense à composer ces chiffres sur le téléphone satellite, juste pour entendre quelle voix répond. Mais alors j'imagine un convoi de camions non marqués glissant dans l'obscurité sur une autoroute oubliée, me suivant, attendant que j'oublie le danger assez longtemps pour cesser de vérifier mes rétroviseurs. Alors je continue à vérifier. À chaque arrêt, chaque durite, chaque écrou. J'écoute les conversations sur la CB, même quand ce n'est que du silence, parce que j'aimerais mieux entendre des fantômes que d'être surpris par des hommes. Et quand je franchis une colline dès que la lune peint l'asphalte d'argent, j'aperçois parfois un éclair de phare qui s'éteint dès que je regarde. Peut-être est-ce la fatigue, peut-être la mémoire, ou peut-être l'autoroute elle-même engendre-t-elle des prédateurs qui comprennent que la peur est plus puissante quand elle reste inexpliquée. Je m'appelle Smith, 28 ans, 6 mois après l'école de conduite CDL, et je m'habitue encore au bourdonnement infini de l'asphalte de l'Interstate sous un Freightliner Cascadia de 2003. Ce soir, je transporte 18 tonnes de papier depuis Lexington, Kentucky, jusqu'à Atlanta sur LI-75. La centrale veut que je traverse Chattanooga avant l'aube pour éviter les embouteillages du matin. Alors, j'ai quitté l'expéditeur à 21h et j'avale les miles depuis. Le carnet de bord est en règle, le café est bon marché, et la route est glissante d'une bruine printanière précoce qui perle sur le pare-brise comme du mercure. Ma CB reste syntonisée sur le canal 19 par habitude, mais les conversations sont rares.
Juste quelques vétérans grognants à propos des travaux au sud de Knoxville. À 1h15, mes paupières s'alourdissent. La caféine a atteint son pic et le léger sifflement de la pluie contre la cabine est hypnotique. Je repère le panneau bleu et blanc de l'aire de repos au kilomètre 158, à 3 miles devant, sortie voie de droite uniquement. Parfait. Je me dis qu'une sieste de 15 minutes et une petite marche me garderont alerte jusqu'en Géorgie. Je prends le micro. Breaker 1-9. Quelqu'un a les yeux sur cette aire de repos devant, direction Chattanooga? Une voix floue me répond, lourde d'un accent du Tennessee. Assez de place, chauffeur. Fais gaffe au nid de poule. Glissant comme de la bave de hibou ce soir. Je le remercie, mets mon clignotant et m'engage sur la bretelle. L'aire de repos se niche dans un creux peu profond de pin et de liquide ambar. Les lumières à moitié éteintes pour économiser l'électricité de l'État. Seuls 6 camions occupent le parking pour semi-remorques, espacés comme des monuments silencieux. Je me glisse dans un emplacement de passage entre un transporteur de bétail et un plateau chargé de bobines d'acier, serre le frein à main avec un sifflement, et laisse le moteur tourner au ralenti 1 minute pour refroidir le turbo. La pluie s'est réduite à une bruine, mais le brouillard s'enroule au niveau des cimes, transformant les lumières de sécurité en halos lumineux. J'entrouvre la porte de la cabine et descends sur l'asphalte humide. L'air humide sent le gaz d'échappement, la sève de pin, et ces pastilles antiseptiques qu'on accroche dans les toilettes pour hommes. Première chose, l'inspection de routine. J'allume une lampe torche et fais courir le faisceau sur mes pneus, vérifiant qu'aucun n'est à plat et que les boulons des garde-boue sont bien serrés. Je tape sur chaque sangle de la remorque, inspecte les joints des mains courantes, puis fais briller la lumière le long des mâchoires de la sellette. Tout est en ordre. Je m'étire le bas du dos, sens mes vertèbres craquer comme des articulations, et jette un coup d'œil au transporteur de bétail à côté. Les animaux à l'intérieur s'agitent sans repos. Ils respirent fort dans la nuit humide. Les rideaux du conducteur sont tirés. Je remonte dans la cabine, éteins les phares, et règle une alarme de 15 minutes sur mon téléphone. Siège incliné. Je ferme les yeux, laissant le bruit des unités frigorifiques et du trafic lointain de l'autoroute me bercer. Je suis entre la veille et le rêve quand un cliquetis métallique me redresse brusquement. Un cadenas frappant le métal, peut-être amplifié par le silence. Mon cœur cogne contre mes côtes. J'éteins l'alarme et écoute. Rien maintenant, sauf un gémissement sourd de la remorque à bétail et le sifflement des suspensions pneumatiques qui se stabilisent. Je mets cela sur le compte des nerfs, tends la main vers la poignée de la porte et descends pour une course rapide aux toilettes. Le brouillard s'est épaissi. Le bâtiment de l'aire de repos est une forme vague à 20 mètres, silhouettée par des tubes fluorescents ternes. En marchant, mes bottes éclaboussent dans les flaques peu profondes, j'entends du gravier crisser derrière moi. Premier virage, personne. Les bâches des plateaux flottent paresseusement dans une brise que je ne sens pas. Je balaie du regard les voitures dans le parking des voitures particulières. 2 berlines, toutes de sombre. Probablement rien. À l'intérieur des toilettes, les lumières scintillent mais tiennent. Je me passe de l'eau sur le visage, le miroir me renvoyant l'image d'un homme marqué par la route, les yeux injectés de sang et une barbe de 3 jours. En me séchant les mains avec une serviette en papier, je capte un mouvement dans le reflet. Une porte de cabine qui se referme doucement à l'autre bout. Je n'avais entendu personne entrer. Bonsoir. Je dis par réflexe. Aucune réponse. J'attends, écoutant des pas, une fermeture éclair, une chasse d'eau, rien. Le silence s'appuie sur mes tympans. Je secoue la tête, laisse tomber la serviette, et sors. De retour sur le parking, le brouillard est un mur. Les feux de gabarit de mon Cascadia brillent faiblement à 15 mètres. À mi-chemin, un grésillement statique retentit sur ma CB portative accrochée à ma ceinture, une transmission pirate traversant les ondes. Sors, gros camionneur. La voix est masculine, rauque, presque enjouée, mais elle est sur le canal 19, en clair. Je tourne sur moi-même, balayant du regard les lumières de cabine ou quelqu'un tenant un talkie-walkie. Le seul mouvement est la vapeur s'élevant de la cheminée d'échappement du transporteur de bétail. Je me précipite vers le camion, monte et claque la porte. Je verrouille les 2 loquets, éteins la lumière du dôme et reste immobile, les oreilles tendues vers la nuit. La CB portative grésille à nouveau, onde porteuse, mais pas de mots. Je saisis le micro du tableau de bord. Qui me fait une blague sur le 19. Le silence suit, puis un rire étouffé, comme si quelqu'un couvrait le micro en riant. Mon pouls bat contre ma nuque. Je me rappelle qu'il y a une explication simple. Un chauffeur ennuyé avec un amplificateur linéaire et trop de caféine. Pourtant, mon estomac se noue. Je décide que la sieste est terminée.
Je vais pousser jusqu'à Chattanooga et dormir au dépôt de la compagnie. Je démarre le moteur, surveille les jauges. 40 PSI d'huile, 13,8 volts, 120 d'air, et allume les phares. Dans les faisceaux, une silhouette se tient au centre de la voie de sortie, peut-être à 40 mètres devant. Un homme, de taille moyenne, portant un gilet réfléchissant et tenant une grande lampe torche pointée vers le bas, la lentille couverte par sa paume de sorte qu'une lueur atténuée s'échappe. Ce pourrait être la sécurité de l'aire de repos ou un ouvrier, mais il ne me fait pas signe d'avancer ou de m'arrêter. Il se contente de se tenir là. Je prends le micro à nouveau. Ciao Ferengilet. Tu as besoin de quelque chose? La silhouette incline la tête, puis lève la lampe torche, l'allumant directement sur mon pare-brise. Le faisceau s'élargit, m'obligeant à plisser les yeux. Avant que je puisse répondre, il l'éteint, nous plongeant à nouveau dans l'obscurité brouillarde. Quand mes yeux se réadaptent, il a disparu. Aucun bruit de pas, aucune silhouette dans la brume. Assez. J'allume la barre LED montée sur le toit, baignant la voie de lumière blanche, et fais avancer le Cascadia, l'adrénaline surmontant la prudence. Un rapide virage à droite, et je suis sur la bretelle de retour vers LI, 75 Sud. Mes pneus embrassent la voie de fusion, et je respire plus facilement, convaincu d'avoir échappé à un farceur. Mais la CB grésille une fois de plus, un murmure entrecoupé de parasites. 2MS Monk. Je manque de lâcher le micro. Je vérifie mes rétroviseurs et repère un pick-up sombre quittant l'aire de repos derrière moi. Fares 18. Sa silhouette vacille à travers la brume de pluie, mais je distingue une barre de protection chromée et une barre lumineuse LED sur le toit, du genre qu'on trouverait sur un adjoint hors service ou un camion d'entretien routier. Le pick-up accélère, réduisant l'écart alors que je pousse mon camion à 105 km/h. J'appelle sur le 19, direction Sudi 75. J'ai un 4 roues sans phare qui me suit. Quelqu'un dans les parages. Silence. Le pick-up allume ses phares, inonde mes rétroviseurs, puis se déporte à gauche sur la voie de dépassement, se calant à hauteur de ma cabine. Pour la première fois, je vois le conducteur, casquette noire, visage dans l'ombre. Il baisse sa vitre à moitié et fait briller cette même lampe torche surdimensionnée, maintenant découverte. Son faisceau, blanc vif, stroboscope sur mon tableau de bord. Puis il se rapproche de ma voix comme pour me frôler. Le réflexe prend le dessus. Je me décale brusquement à droite, les pneus hurlant sur la bande rugueuse. Le klaxon retentit, le frein moteur grince. Le pick-up recule, se replace derrière moi, et éteint à nouveau ses phares, ne laissant que mes feux arrière se refléter faiblement sur sa calandre. Je saisis le micro. Police d'État de Géorgie, patrouille routière du Tennessee. Une unité à l'écoute. J'ai un véhicule agressif au kilomètre. 154 Sud, qui tente d'encadrer un véhicule commercial. Aucune réponse. Mon téléphone est dans un support sur le tableau de bord. J'appuie sur le 911. Pas de réseau, contrefort de montagne et un opérateur bon marché. Le pick-up se rapproche jusqu'à ce que son pare-choc disparaisse sous ma barre ICC. Je touche légèrement le frein de remorque pour allumer les feux, espérant l'effrayer avec une illumination surprise. Il se déporte à gauche, puis accélère, passant devant moi, cette fois en faisant glisser le faisceau de la lampe torche le long du mur de la remorque côté passager, comme pour l'inspecter. La lumière s'attarde sur la poignée de la porte de chargement. Puis il bondit en avant, se rabat sur la voie de droite, si près que le souffle fait trembler mes rétroviseurs. Plus loin, les phares d'un camion arrivant en sens inverse éclairent à travers les arbres de la médiane. Preuve que je ne suis pas seul sur ce tronçon, mais trop loin pour aider. Je rétrograde, ramenant ma vitesse à 88 km/h, essayant de garder mes distances. Le pick-up reste parallèle, à la même allure. Sa barre lumineuse sur le toit s'allume soudainement en rouge et bleu, sans sirène, ressemblant en tout point à une voiture de police banalisée. Le soulagement me submerge. Peut-être un trooper en civil après tout. Tentant de signaler un problème mécanique que j'aurais manqué. Je prends à nouveau le micro. Officier, si c'est vous, donnez votre numéro d'unité. Je me conformerai. La seule réponse est l'extinction de la barre lumineuse, plongeant le camion dans l'obscurité. Mon soulagement se transforme en une terreur si rapide qu'elle me donne le vertige. Le pick-up freine doucement, se place derrière ma remorque, puis se déporte brusquement à droite sur l'accotement où il roule sur le gravier avec une stabilité déconcertante. Sa portière côté conducteur s'ouvre et l'homme au gilet réfléchissant descend, toujours en mouvement,
trottinant le long de la cabine tout en tenant la lampe torche comme un bâton. Il frappe 2 fois le mur de la remorque. Bang! Bang! Puis plonge dans les arbres. Perdu dans la nuit, je perds aussi de vue le pick-up. Il a obliqué sur la médiane herbeuse. Pas de lumière, fantôme à travers le kudzu et les jeunes arbres. Je garde le pied au plancher, le moteur rugissant à 1700 tours par minute, priant pour qu'il n'y ait pas de dégâts. 16 km plus loin, le signal mobile revient. Je compose le 911. Cette fois, ça sonne. Je débite mon kilométrage, la description et ce qui vient de se passer. Le ton de la dispatchereuse devient professionnel et sec. Nous avons eu des signalements similaires ce soir. Les troopers sont en route. Ne vous arrêtez pas avant d'atteindre la prochaine station de contrôle au kilomètre 131. Je tremble si fort que le volant vibre. Je verrouille à nouveau les portes, allume tous mes feux au maximum et règle le régulateur à 100 km/h. La pluie s'intensifie. Des nuages d'orage roulent sur la vallée de Chattanooga. Des éclairs en nappe illuminent les panneaux de sortie comme une photographie stroboscopique. Chaque poteau réfléchissant ressemble à l'homme au gilet. Chaque creux dans le revêtement semble être une crevaison. Au kilomètre 137, je franchis une colline et vois enfin la station de contrôle devant moi. Éclairée comme en plein jour. Un panneau vert ouvert brille. 2 voitures de la patrouille routière du Tennessee sont garées en biais sur la bretelle, gyrophare tournant. Je m'engage, les freins à air sifflant plus fort que jamais. Les troopers me dirigent vers une baie d'inspection, armes dégainées mais pointées vers le bas. L'un d'eux me fait signe par la vitre du conducteur. Je coupe le moteur, les mains visibles. Après une minute tendue, il m'autorise à descendre. Il vérifie le VIN, mon CDL, scanne le seau de la remorque intacte. Un trooper nommé Askin m'écoute raconter tout. Les chuchotements sur la CB, la cabine des toilettes, la silhouette sur la voie de sortie, le pick-up sans phare, le coup sur la remorque. La machoire de Haskins se crispe. Nous traquons un duo qui fait ce coup depuis des semaines. Il dit qu'ils s'en prennent aux novices. L'un distrait, l'autre tente de briser les scellés de chargement ou de placer de la contrebande, des armes, des pilules, tout ce que tu veux. Ainsi, le chauffeur transporte ça à travers les États sans le savoir. Mon estomac se noue. S'ils avaient placé quelque chose, je me retrouverais avec une peine fédérale. Ils désignent une équipe cynophile déjà en train de faire le tour de ma remorque. Après 20 minutes de sueur, le chien n'indique rien. J'expire pour la première fois depuis l'aire de repos. Askin me rend mon permis. Ils choisissent des aires de repos avec une mauvaise couverture caméra. La seule raison pour laquelle ils ont abandonné, c'est que tu es parti trop vite. Ils me conseillent de déposer une déclaration complète au poste de district. J'accepte, bien que l'aube se lève et que mon emploi du temps soit fichu. J'appelle la centrale. Ils reprogrammant la livraison, Dieu merci, et me disent que la sécurité va m'appeler. Le mécanicien de la station note 2 nouvelles entailles dans la tôle d'aluminium de ma remorque, une près de la poignée de porte. Sous grossissement, on voit où quelqu'un a tenté un coupe-boulon mais a glissé. Peut-être effrayé par mon départ précipité. Preuve suffisante pour moi. Les troopers me libèrent à 5h45 avec un numéro de dossier et un avertissement pour éviter cette aire de repos jusqu'à nouvel ordre. Je roule vers le sud, le soleil se levant en une traînée de pêche et d'or sur Lookout Mountain, mais la beauté ne m'atteint guère. Chaque fois que je croise un pick-up avec une barre lumineuse, je me crispe si fort que mes épaules me font mal. Au consignataire à Atlanta, le réceptionniste signe les bons sans un regard. Inconscient de la proximité de son papier avec un chargement de contrebande. De retour au dépôt de la compagnie ce soir-là, le responsable sécurité m'interroge pendant 1 heure, fait des copies du rapport du trooper et installe une mise à niveau de caméra de tableau de bord orienté vers l'avant sur mon camion. Le coût n'est rien comparé à la responsabilité, marmonne-t-il. Il a raison, mais le matériel de sécurité n'apaise qu'une partie de la brûlure. La vraie cicatrice est mentale. La rapidité avec laquelle la routine peut devenir prédatrice. La vitesse à laquelle un arrêt isolé dans une aire de repos peut se transformer en un cauchemar de chats et de souris. 1 semaine passe avant que je puisse dormir dans la cabine sans me réveiller en sursaut à des pas fantômes. Je commence à me garer uniquement dans des stations-service bien éclairées, même si cela signifie payer pour une place réservée. Ma CB reste allumée, mais j'ai appris à me méfier davantage du silence et à faire plus confiance à la vigilance.
Pourtant, de temps en temps, alors que les miles de l'Interstate se déroulent sous les lumières au sodium, une voix s'infiltre à travers les parasites. Parfois un vrai chauffeur, parfois l'écho de ce chuchotement rauque. Sors, gros camionneur. Et quand cela arrive, le volant se serre un peu plus dans ma prise. Et je me souviens que dans l'obscurité, on ne peut jamais être sûr de qui est là. Attendre que ta garde baisse juste assez longtemps pour ouvrir une porte que tu n'avais jamais l'intention d'entrouvrir. Je m'appelle Anna, 55 ans, 28 ans derrière le volant d'un Kenworth W900 qui a avalé plus de miles que la plupart des astronautes. Ce soir, je transporte des bobines d'acier de Pittsburgh à Spokane. Un long trajet qui me fera traverser certains des tronçons les plus isolés d'Amérique. La cargaison est précieuse. 21 tonnes d'acier laminé de première qualité destiné à une usine de fabrication en périphérie de la ville. La centrale m'a acheminé par l'Interstate 90 avec un arrêt obligatoire au complexe industriel de Cold Springs, au kilomètre 287, juste à l'est de Spokane. C'est une installation plus récente, construite sur ce qui était autrefois des terres agricoles, conçue pour des opérations de transbordement où les chauffeurs peuvent prendre un repas, faire le plein et échanger des remorques si nécessaire. Je roule depuis 11 heures depuis la vallée de Mananga. Mon carnet de bord montre qu'il me reste 3 heures sur ma fenêtre de 14 heures. Le soleil s'est couché derrière les contreforts des cascades il y a 1 heure. Et maintenant, l'autoroute traverse des forêts de pins-si-denses qu'elles avalent la lumière de la lune. Ma CB capte de temps en temps les conversations d'autres routiers de nuit, des plaintes concernant les travaux près de Coeur-d'Alene, des avertissements sur la glace noire au col de Snoqualmie, mais c'est surtout le bourdonnement régulier des pneus sur l'asphalte et le grognement profond du cumin sous mon capot. La sortie de Cold Springs apparaît dans le faisceau de mes phares, un panneau vert simple avec des lettres blanches qui semble assez neuf pour sentir encore la peinture. Je rétrograde, le frein moteur cliquetant, et suis la bretelle vers une route de comté à 2 voies qui serpente à travers une forêt secondaire. Selon mon GPS, l'installation est à 5 km devant. Mon indicateur de carburant montre la moitié vide, et le café que j'ai acheté à Missoula est froid depuis longtemps. Parfait pour une pause. Le complexe émerge des arbres comme quelque chose sorti d'un manuel de planification industrielle. 3 longs bâtiments bas disposés en fer à cheval autour d'une cour centrale avec des quais de chargement espacés tous les 15 mètres. Des projecteurs sur des poteaux de 9 mètres projettent une lumière blanche dure sur l'asphalte. Mais quelque chose ne va pas immédiatement. L'endroit est désert. Pas d'autres camions, pas de chariots élévateurs se déplaçant entre les bâtiments, pas d'ouvriers en gilet haute visibilité dirigeant le trafic. Juste du béton vide et des ombres qui s'étirent comme des doigts noirs entre les poteaux lumineux. Je roule jusqu'à la guérite, une boîte préfabriquée aux fenêtres teintées, et laisse le moteur tourner en attendant que quelqu'un émerge. Rien. Je klaxonne 2 fois, un bonjour poli, mais le son se répercute simplement sur les murs de l'entrepôt et meurt. Je plisse les yeux à travers la vitre de la guérite, mais l'intérieur est trop sombre pour distinguer les détails. Un porte-document est accroché à une chaîne à côté de la fenêtre. Ces pages flottant dans une brise que je ne sens pas, je serre le frein à main, attrape ma lampe torche et descends pour enquêter. Le porte-document contient des manifestes de livraison, mais ils sont tous datés d'il y a 3 semaines. La dernière entrée montre un chauffeur nommé Rodriguez livrant du matériel CVCA un après-midi de mardi. En dessous, rien que des pages blanches. Je fais briller la lumière à travers la vitre de la guérite et vois une chaise vide, une tasse de café avec une couche de moisissure verte et un ordinateur de bureau avec un écran noir. Où que soit allé le gardien, il est parti depuis un moment. De retour dans la cabine, je consulte les informations sur l'installation dans mon système de gestion de flotte. Complexe industriel de Cold Springs, pleinement opérationnel, réception 24H24. Le numéro de contact me relie à un système de messagerie vocale qui diffuse du jazz doux pendant 30 secondes avant de couper. J'essaie le numéro d'urgence indiqué sur mes lettres de voiture. Même résultat. Mon unité de communication par satellite montre une force de signal complète, donc le problème n'est pas de mon côté. Je pense à partir, à retourner sur l'Interstate et à appeler la centrale pour signaler l'installation fermée. Mais ma fenêtre de livraison est serrée. Et c'est le point de transbordement désigné. Si je le rate, l'acier pourrait rester sur ma remorque pendant des jours pendant que la logistique trouve une alternative. Cela signifie des disputes sur les pénalités de retard, des pénalités de livraison tardive et une marque noire sur mon dossier de sécurité. Parfois, on avance parce que les alternatives sont pires. J'engage le Kenworth à travers le portail ouvert et suis les flèches jaunes peintes vers le quai 7 où mes papiers indiquent de décharger. Le quai de chargement s'étend comme une plateforme en béton surélevé de 1,20 m au-dessus du sol,
avec des pare-chocs lourds et des niveleurs de quai. Tout semble normal sauf le silence. Même les installations automatisées font du bruit. Des tapis roulants, des ventilateurs, des alarmes de recul des chariots élévateurs électriques. Ici, le seul son est celui de mon moteur qui refroidit et le sifflement léger du vent traversant les avant-toits du bâtiment. Je recule vers le quai, surveillant mes rétroviseurs alors que les portes arrière de la remorque s'alignent avec la baie de chargement. Au moment où je serre le frein, la porte du quai tombe derrière moi avec un fracas métallique qui résonne dans le complexe comme un coup de feu. Mon cœur bat contre mes côtes. Les portes de quai ne tombent pas toutes seules. Elles sont hydrauliques, contrôlées par des interrupteurs à l'intérieur de l'entrepôt. Quelqu'un vient de m'enfermer. Je saisis le micro de la CB et appuie sur le canal 19. Breaker 1N, urgence au Cold Springs Industrial. Kilomètre 287 est de LI 90. Chauffeur coincé au quai de chargement. Besoin d'assistance immédiate. Le silence répond. J'essaie le canal d'urgence, puis la fréquence de l'entreprise. Rien que du bruit blanc. Mon téléphone portable n'a pas de réseau. Pas inhabituel dans le Washington rural. Mais le timing semble délibéré. Les freins à air du Kenworth sifflent alors que je les relâche, prévoyant de reculer et de m'échapper par la cour. Mais quand je passe en drive et donne du gaz, le camion ne fait que quelques centimètres avant de s'arrêter net. J'essaie à nouveau. Même résultat. Je serre le frein à main et descends pour enquêter. Sous l'éclairage dur du quai, je vois le problème. Quelqu'un a enchaîné le train d'atterrissage de ma remorque à un point d'ancrage en béton encastré dans le quai. Une chaîne lourde de bûcherons, du genre utilisé pour sécuriser les bulldozers sur des remorques plates. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. La panique me cerré la gorge. Mes 28 ans sur la route m'ont appris à réfléchir méthodiquement au problème. Je fais le tour de la remorque à la recherche d'autres contraintes. La chaîne est le seul problème visible. Sécurisée avec un cadenas qui semble de qualité militaire. Mes coupe-boulons dans la boîte à outils pourraient fonctionner, mais cela prendra du temps. Première priorité, la communication. Je remonte dans la cabine et c'est la balise d'urgence satellite, celle qui est censée fonctionner n'importe où sur Terre. Le voyant clignote en ambre, puis en rouge. Pas d'acquisition satellite. C'est alors que j'entends les pas, lents, délibérés, résonnant de l'intérieur de l'entrepôt derrière la porte de quai fermée. Des talons de bottes sur le béton s'approchant du fond du bâtiment. Je saisis la clé à molette sous mon siège et glisse hors de la cabine, restant bas. Les pas s'arrêtent, puis reprennent, plus proches maintenant. Une ombre bouge derrière les panneaux de verre dépolis encastrés dans la porte de quai. Une silhouette humaine, grande et mince, portant quelque chose dans une main. Sécurité, j'appelle, essayant de sonner autoritaire plutôt que terrifié. Je suis un chauffeur commercial avec une livraison programmée. Ouvrez la porte du quai. Les pas s'arrêtent. Après un moment, ils reprennent, mais maintenant ils s'éloignent, se fondant dans l'intérieur de l'entrepôt. J'attends 5 minutes, écoutant rien d'autre que ma propre respiration et le tic-tac du métal qui refroidit. Puis les pas reviennent, accompagnés d'un nouveau son, le grincement du métal sur le béton, comme quelqu'un traînant un objet lourd sur le sol. Je braque ma lampe torche à travers les panneaux de verre, mais l'intérieur de l'entrepôt est un labyrinthe d'ombre. Des palettes empilées jusqu'au plafond, des allées qui disparaissent dans l'obscurité, des grues suspendues, immobiles comme des vautours mécaniques. Le son de traînée s'arrête directement derrière la porte du quai, puis silence, si complet qu'il fait siffler mes oreilles. Mes mains tremblent alors que je retourne vers la chaîne sécurisant ma remorque. Le cadenas est massif, mais les coupe-boulons pourraient fonctionner si je peux trouver le bon angle. Je les récupère dans la boîte à outils et positionne les mâchoires autour de la gâche du cadenas. Le métal résiste, mais après 3 tentatives, la gâche cède avec un ping qui sonne comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. La chaîne glisse sur le béton avec un fracas. Je cours vers la cabine quand les lumières de l'entrepôt commencent à s'allumer en séquence. D'abord, la zone de chargement directement derrière moi, puis bail après bail s'étendant dans les profondeurs du bâtiment. Dans la lueur fluorescente dure, j'aperçois ce qu'il y a à l'intérieur. Des palettes vides, des chariots élévateurs abandonnés, et dans le coin éloigné, un tas de ce qui ressemble à des vêtements jetés, mais ce n'est pas la bonne forme, pas la bonne couleur. Mon esprit refuse de traiter les détails, mais mon instinct reconnaît la terreur quand il la voit. La porte du quai derrière moi gémit en s'ouvrant,
les vérins hydrauliques gémissant. Je ne me retourne pas, je saute dans la cabine, démarre le moteur et enfonce l'accélérateur. Le Kenworth bondit en avant, les pneus hurlant contre le béton, la remorque oscillant alors que je prends le virage hors de la zone de chargement à 2 fois la vitesse sûre. Dans mes rétroviseurs, je vois une silhouette debout dans l'embrasure de la porte du quai, grande, portant une salopette, immobile comme un épouvantail. Puis les lumières du bâtiment s'éteignent tout en même temps, plongeant le complexe dans l'obscurité. Je ne ralentis pas avant d'être de retour sur LX 90 en direction de Spokane, les mains soudées au volant et la respiration en halètement saccadé. À la première station-service, je me gare dans l'emplacement le plus éclairé que je puisse trouver et appelle le 911. Les dispatchers semblent sceptiques. Les installations industrielles ferment tôt, explique-t-elle, et les appels pour intrusion sont de faible priorité sauf s'il y a des preuves de vol ou de dégâts. J'insiste pour qu'ils envoient quelqu'un quand même et leur donne l'emplacement exact. 1 heure plus tard, mon téléphone sonne. C'est un adjoint du comté de Spokane nommé Martinez. Il est allé à Cold Springs. L'installation est fermée pour rénovation depuis le mois dernier, m'informe-t-il. Pas de gardien, pas d'opérations actives. Vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse. Je lui lis les instructions de livraison mot pour mot. Il soupire. Probablement une erreur de papier. Ces compagnies de logistique mélangent les adresses tout le temps. Votre dispatché peut régler ça demain. Mais quand j'appelle la centrale à l'aube, ils insistent sur le fait que Cold Springs Industrial est opérationnel et que ma livraison a été confirmée. Ils ont des emails, des journaux d'appel, des coordonnées GPS. Tout indique que l'installation est ouverte pour les affaires. Pourtant, quand je décris ce qui s'est passé, le gestionnaire de dispatching reste silencieux pendant un long moment. « Anna, dit-il enfin, nous avons eu 3 chauffeurs signalant des problèmes à cet endroit au cours du dernier mois. Panne d'équipement, problème de communication, mauvaise vibration. Nous le retirons de la rotation en attendant une enquête. Je demande quel genre de problème. Il ne précise pas, mais mentionne qu'un chauffeur, un vétéran nommé Thompson, a refusé de compléter sa livraison là-bas et a conduit directement vers l'installation alternative du client. Pressé de donner des détails, Thompson n'a dit que l'endroit semblait mauvais et qu'il avait vu des choses qui n'avaient pas de sens. La compagnie l'a noté comme de la fatigue du chauffeur et un counseling obligatoire. 3 jours plus tard, je livre une cargaison différente à une usine de fabrication à 32 km de Cold Springs. Pendant une pause déjeuner, j'engage la conversation avec un adjoint du shérif local mangeant dans le même dîner. Quand je mentionne Cold Springs Industrial, son expression se durcit. « Nous avons eu des problèmes là-bas », admet-il après avoir jeté un regard autour du restaurant. Des signalements de personnes disparues, des appels étranges. Le problème, c'est que l'endroit change de propriétaire tous les 6 mois. Des sociétés écrans, des LLC hors de l'État. Au moment où nous enquêtons sur les plaintes, les anciens propriétaires ont disparu et les nouveaux prétendent ne rien savoir des problèmes. Il se penche à travers la table, la voix tombant à un murmure. Entre vous et moi, nous pensons qu'il est utilisé pour la traite des êtres humains. Une station de transit pour déplacer des gens à travers les États. La plupart des chauffeurs qui s'y arrêtent ne voient rien parce que l'opération ne fonctionne que certaines nuits. Mais ceux qui arrivent au mauvais moment. Il hausse les épaules, laissant la phrase inachevée. Je demande s'ils ont fait une descente. Il secoue la tête. Pas de cause probable. Juste un tas de chauffeurs commerciaux avec des histoires effrayantes et aucune preuve. On ne peut pas obtenir un mandat sur la base de mauvais pressentiments. Mais alors il me tend sa carte. Si jamais vous retournez là-bas, appelez-moi directement. N'attendez pas que le 911 achemine l'appel. Je ne suis jamais retourné au Cold Springs Industrial. Ma compagnie a cessé d'acheminer des chargements par 7. Installation après que Thompson a déposé une plainte officielle pour violation de sécurité. Mais parfois, quand je roule à travers l'est de Washington tard dans la nuit, je me surprends à chercher ce panneau de sortie au kilomètre 287. Il est toujours là, vert et réfléchissant, dirigeant le trafic vers un endroit qui existe sur les cartes et les systèmes GPS, mais qui semble être une blessure dans le paysage lui-même. Les bobines d'acier que je devais livrer cette nuit-là ont finalement atteint le client par une autre installation. 3 jours de retard et avec une histoire que personne ne voulait croire. Le responsable de la réception de l'usine de fabrication a simplement haussé les épaules quand j'ai expliqué le retard. Ça arrive tout le temps avec Cold Springs. Ils sont soit fermés quand ils devraient être ouverts, soit ouverts quand ils devraient être fermés.
Nous avons arrêté de planifier des livraisons là-bas il y a des mois, mais la logistique continue d'y envoyer des chauffeurs. Une sorte de bug informatique que personne ne peut réparer. Bug informatique. Peut-être que ce n'était que ça. Une erreur de base de données qui envoyait les chauffeurs vers une installation fermée. Une mauvaise couverture cellulaire qui a tué les communications. Et un timing coïncident qui a rendu tout cela sinistre. Mais je me souviens des pas résonnants dans cet entrepôt. La façon délibérée dont quelqu'un a enchaîné ma remorque au quai. Et le tas de vêtements jetés qui n'étaient pas des vêtements du tout. Certains endroits accumulent l'obscurité comme d'autres accumulent la poussière. Et Cold Springs Industrial en fait partie. Une installation qui existe dans la zone grise entre une entreprise légitime et quelque chose de bien pire. Se nourrissant de chauffeurs qui arrivent au mauvais moment et ne peuvent prouver ce qu'ils ont vu à la lumière du matin. Je m'appelle Luis Guerrero, 34 ans, ex-marine avec 2 tours en Afghanistan à mon actif, et je conduis un Volvo VNL 860 de 2019 depuis 3 ans. Ce soir, je transporte des pièces automobiles de Détroit à Denver. Des ensembles de transmissions, des rotors de frein, le genre de composants de précision qui maintiennent l'industrie automobile américaine en marche. La cargaison vaut plus que ma maison. Sécurisée dans une remorque climatisée qui a coûté à la compagnie 6 chiffres. Mon itinéraire me fait passer par l'Interstate 70 Ouest, traversant le cœur des Rocheuses du Colorado, et la centrale veut que je sois à Denver pour 8 heures demain matin. C'est le 15 février et la Weather Channel a crié à propos d'un énorme système de tempête hivernale descendant du Canada, mais la prévision montrait qu'il passerait au nord de mon itinéraire. Ciel dégagé, ont-ils dit, température descendant à un seul chiffre, mais aucune précipitation attendue avant que je ne sois garé en sécurité chez le consignataire. Cela fait 6 heures que j'ai quitté l'usine automobile de la banlieue de Détroit sous une canopée d'étoiles si brillante qu'elle ressemblait à des trous percés dans du velours noir. Maintenant, en montant vers l'approche du tunnel Eisenhower à 3300 mètres d'altitude, ces étoiles ont disparu derrière un mur de nuages épais comme du béton. Les premiers flocons de neige frappent mon pare-brise juste après Silverthorne, gros et paresseux, fondant instantanément sur le verre chauffé. J'ai conduit à travers beaucoup de temps montagneux. Rien au Colorado ne compare aux tempêtes de sable et aux cratères d'iodés de la province de Helmand. Alors, je réduis ma vitesse à 88 km/h et continue de monter. Le moteur du Volvo respire fort dans l'air raréfié. Le turbo travaille à plein régime, l'échappement visible dans les faisceaux des phares comme le souffle d'un dragon. Ma CB grésille avec les conversations d'autres chauffeurs. Direction est. À quoi ressemble le col de Vaille? Boueux, mais gérable, chauffeur. Gardez vos intervalles dans le canyon de Glenwood. La neige tombe de côté, poussée par des vents qui hurlent à travers les formations rocheuses comme des obus d'artillerie. Mon GPS indique 204 km jusqu'à Denver, mais je ne fais plus que 56 km/h maintenant, suivant les 2 traînées rouges des feux arrière d'une unité frigorifique transportant des produits. Derrière moi, les phares d'un autre camion maintiennent une distance parfaite. Probablement un chauffeur de montagne expérimenté qui sait mieux que quiconque ne pas coller sur la glace noire. Les parois du canyon s'élèvent des 2 côtés comme les remparts d'une ancienne forteresse. Et pendant un moment, je suis transporté en arrière, dans l'Hindu-Kush, convoitant à travers des cols où des tireurs d'élite talibans attendaient dans des grottes au-dessus de la route. Le souvenir se dissout quand ma remorque glisse à gauche dans un virage doux. Le poids se déplace malgré la cargaison correctement répartie. Je relâche l'accélérateur, sens le système de contrôle de stabilité du Volvo pulser les freins pour retrouver l'adhérence. Le frigo devant moi a activé ses clignotants. Signal universel pour des conditions dangereuses. Je limite. Des lumières ambrées peignent la neige tourbillonnante comme une lumière stroboscopique. Mon indicateur de carburant montre les 3/4 pleins. Assez pour atteindre Denver, mais la tempête s'intensifie plus vite que toute prévision. À la sortie 116, la zone de chaînage apparaît à travers la tempête de neige. Un espace plat où les camions peuvent installer des chaînes sur les pneus avant de s'attaquer aux pentes les plus raides. Mais alors que je m'approche de la bretelle, je vois qu'elle est complètement bloquée par des remorques en portefeuille et des véhicules abandonnés. Une voiture de patrouille de la police routière du Colorado est garée en biais, gyrophare tournant, mais aucun trooper n'est visible. L'officier aide probablement des automobilistes en détresse ou dirige le trafic à un autre point de congestion. Je prends le micro de la CB. Direction est, quelqu'un a les yeux sur les conditions de chaînage à la 116. Le silence répond, ponctué par l'occasionnelle transmission brisée. Fermé devant. Pas de trafic de transit. Cherchez un abri.
Les mots me glacent plus que l'air à -0. J'ai surveillé les bulletins météo toute la soirée et rien n'indiquait des fermetures de route. Mais le temps en montagne change plus vite que les situations tactiques. Et parfois, on se retrouve coupé des forces amies sans autre alternative que de s'enterrer et d'attendre l'extraction. Je rétrograde en 4e vitesse et pousse vers l'ouest, espérant trouver une station-service ouverte ou au moins un large accotement où je pourrais attendre le pire. C'est alors que je vois la citerne renversée. Elle est couchée sur le côté dans le terre-plein central entre les voies est et ouest, un cylindre en aluminium massif luisant faiblement dans mes phares. Le tracteur n'est nulle part visible, probablement roulé en bas du talus ou enlevé par les équipes d'urgence. Mais la remorque-citerne est abandonnée comme une baleine échouée. Les plaques sur ses côtés sont trop couvertes de neige pour être lues. Pas de fusée, pas de feu d'avertissement, pas de véhicule d'urgence sur les lieux. Juste un réservoir de 38 000 litres de matière dangereuse, non gardé, dans une tempête de neige. Je me gare sur l'accotement, feu de détresse clignotant, et attrape ma lampe torche et la radio d'urgence. L'entraînement militaire prend le dessus, évaluer la situation, identifier les menaces, établir les communications. Je me ferai un chemin à travers la neige jusqu'aux genoux vers la citerne. Chaque pas craque à travers une croûte qui se remplit immédiatement de poudre fraîche. Le vent coupe à travers ma combinaison isolée comme du fil barbelé, et je peux sentir ma barbe accumuler des cristaux de glace à chaque expiration. La citerne est peut-être à 50 mètres, mais cela ressemble à une traversée au ralenti d'un champ de mine. Alors que je m'approche, des détails émergent de la neige et de l'obscurité. La citerne est relativement neuve, peut-être âgée de 5 ans, avec des numéros d'hôtes encore visibles à travers la glace accumulée. Les feux de position de la remorque sont éteints. Aucune connexion électrique pour les alimenter. Plus troublant, il n'y a aucune preuve de renversement, pas de terre labourée, pas de champ de débris, pas de traces de dérapage. C'est comme si quelqu'un avait simplement posé la citerne sur le côté dans le terre-plein et s'était éloigné. Je fais le tour de la citerne à la recherche de plaques ou de papiers d'expédition qui pourraient identifier le contenu. Les losanges de danger asthma obligatoires sont couverts de glace, mais j'en gratte assez pour révéler une classification de classe 3. Liquide inflammable. Cela pourrait être de l'essence, du diesel, un solvant industriel. Des dizaines de possibilités. Ce qui compte, c'est qu'un réservoir rompu de cette taille pourrait contaminer les eaux souterraines sur des kilomètres ou créer un nuage de vapeur qui transformerait l'interstat en boule de feu s'il était enflammé. C'est alors que j'entends le tapotement. Un rythme métallique sur du métal, provenant de l'intérieur de la citerne. J'appuie mon oreille contre la peau en aluminium et écoute. Top, top, top. Pause. Top, top, top. 3 courts, 3 longs, 3 courts. SOS en code Morse. Le signal de détresse universel que chaque marine apprend lors de l'entraînement de base. Quelqu'un est en vie à l'intérieur de ce réservoir. Bonjour. Je crie, frappant sur la paroi de la citerne avec ma lampe torche. Vous m'entendez ? Le tapotement s'arrête, puis reprend de manière plus frénétique. Definitivement humming. Definitivamente en détresse. Je prends ma radio portative sur la fréquence d'urgence. Toute station. Toute station. Ici un chauffeur commercial au kilomètre 119 ouest de LI 70. J'ai une situation asthma avec des personnes possiblement piégées. Réponse d'urgence immédiate requise. Le silence répond. J'essaie ma balise d'urgence satellite. L'unité coûteuse qui est censée atteindre les services de secours n'importe où sur Terre. L'unité s'allume, recherche des satellites, puis affiche « Aucun signal acquis ». Le tapotement continue, plus faible maintenant, comme si celui qui est à l'intérieur perdait ses forces. J'examine les points d'accès de la citerne, une trappe d'homme sur le dessus sécurisée par un mécanisme de loquet lourd, et une vanne de vidange inférieure qui nécessiterait des outils que je n'ai pas. La trappe d'homme est ma seule option. Mais elle est à 2,40 mètres du sol avec la citerne sur le côté et recouverte de glace qui rend l'escalade périlleuse. Je retourne à mon Volvo et récupère une sangle de remorquage, une clé à molette et des fusées de détresse. Si des personnes sont piégées à l'intérieur, l'hypothermie les tuera bien avant que les équipes de secours ne puissent naviguer sur les routes bloquées. J'attache une extrémité de la sangle à un point de remorquage de ma remorque et l'utilise pour grimper sur la surface glissante de la citerne, les bottes glissant sur l'aluminium recouvert de glace. 3 fois, je redescends dans la neige, jurant comme le fantassin que j'étais. À la 4e tentative, j'y arrive et travaille le mécanisme de verrouillage de la trappe d'homme.
La trappe ne bouge pas, la corrosion, la glace, ou les deux ont gelé le mécanisme. Je positionne la clé à molette pour faire levier et me jette de tout mon poids contre elle. Le métal crie contre le métal, mais la trappe tient. De l'intérieur de la citerne, le tapotement devient désespéré. Plus un rythme SOS, juste un martèlement frénétique contre les parois. Celui qui est là-dedans sait que j'essaie de l'aider et est à court de temps. J'allume 2 fusées de détresse et les place à côté de la trappe d'homme, espérant que la chaleur dilatera suffisamment le métal pour briser le joint de glace. La lumière rouge peint la neige qui tombe comme des gouttes de sang. Et pendant un moment, je suis de retour en Afghanistan, regardant des obus éclairants dériver sur un village où des insurgés détenaient des otages américains. Même désespoir, même course contre la montre, même certitude nauséeuse que de bonnes personnes mouraient pendant que je luttais avec un équipement qui ne coopérait pas, les fusées ont brûlé pendant 15 minutes avant de finalement faire fondre assez de glace pour que le mécanisme de la trappe tourne. Le lourd couvercle en acier s'ouvre avec un gémissement, libérant un nuage de vapeur qui sent le solvant industriel. Définitivement pas de l'essence, quelque chose de plus volatile. Je braque ma lampe torche à l'intérieur de la citerne, m'attendant à voir des survivants accrochés aux déflecteurs internes ou flottant dans du liquide. La citerne est vide, sèche, pas même des vapeurs résiduelles. Le tapotement s'arrête au moment où la trappe s'ouvre et ma lumière révèle des parois en aluminium lisse sans prise. Aucun endroit où une personne pourrait se cacher ou survivre. Mais le son était réel. Je l'ai entendu, l'ai senti à travers les parois de la citerne et répondu à son rythme désespéré. L'entraînement des marines ne prépare pas à des mystères qui violent les lois de la physique. Je suis toujours en train de fixer la citerne vide quand des phares balaient sur moi depuis la chaussée. Un SUV de la patrouille routière du Colorado s'est garé à côté de mon Volvo, la barre lumineuse clignotant à travers la neige. Je descends alors que la trooper s'approche, une femme compacte dans la quarantaine, se déplaçant avec la délibération prudente de quelqu'un qui a travaillé sur les autoroutes de montagne pendant des décennies. « Vous êtes le chauffeur qui a signalé une situation asthma ?» demande-t-elle, criant par-dessus le vent. Je hoche la tête et explique ce que j'ai trouvé. La citerne renversée, le tapotement SOS, l'intérieur vide. Son expression devient de plus en plus sceptique alors que je parle. Quand j'ai terminé, elle braque sa propre lampe torche sur la citerne et secoue la tête. « Chauffeur, cette remorque est là depuis 3 semaines, dit-elle. Elle est sortie de la route pendant cette tempête de verglas du week-end de la Saint-Valentin. Nous attendons que l'entrepreneur environnemental la vide et l'enlève, mais la route d'accès a été bloquée par la neige. Il n'y a rien dans ce réservoir que de l'air et peut-être quelques vapeurs résiduelles. J'insiste sur ce que j'ai entendu. Je démontre le motif SOS en le tapant sur le capot de sa voiture de patrouille. Elle écoute patiemment, puis explique la dilatation et la contraction thermique. Les réservoirs vides font toutes sortes de bruits quand les températures fluctuent. Le métal craque, se déplace, sonne comme du code morse si on écoute des motifs. Cela arrive tout le temps avec l'équipement abandonné. Son explication a un sens scientifique, mais elle n'explique pas le timing. Pourquoi le tapotement a commencé exactement quand je me suis approché, pourquoi il a répondu à mes mouvements, pourquoi il s'est arrêté l'instant où j'ai ouvert la trappe. Je mentionne ces détails, mais elle est déjà en train de marcher vers son SUV. La tempête s'aggrave, crie-t-elle par-dessus son épaule. Les routes se ferment dans les 2 directions après Georgetown. Vous devez faire demi-tour et chercher un abri à Glenwood Springs. Pas de trafic de transit jusqu'à demain matin. Je veux argumenter, mais l'expérience militaire m'a appris qu'en suivre les ordres d'une autorité supérieure. Je sécurise la trappe de la citerne, récupère mon équipement, et me ferai un chemin à travers la neige qui tombe maintenant si fort que c'est comme marcher à travers un rideau blanc. Alors que je démarre le moteur et commence le lent processus de demi-tour, mes phares balaient une dernière fois la citerne. Pendant un instant, je pourrais jurer voir des empreintes de mains pressées contre la peau en aluminium de l'intérieur. Des impressions à 5 doigts visibles seulement dans la lumière inclinée, comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur et essayait désespérément de signaler son besoin d'aide. Mais quand je m'arrête et braque ma lampe torche directement sur l'endroit, il n'y a rien que du métal lisse et de la neige accumulée. Le trajet de retour à Glenwood Springs prend 2 heures dans des conditions de conduite à main crispée qui auraient défié un véhicule chenillé. Je trouve une place de parking dans une station-service déjà remplie de chauffeurs bloqués. Nous attendons tous l'aube et les chasse-neige pour ouvrir l'interstate. Dans le restaurant, la conversation tourne autour de la tempête, de la rapidité avec laquelle elle s'est intensifiée, du retard que tout le monde aura, de savoir si la compagnie paiera les frais de détention pour les retards dus au temps. Je ne mentionne pas la citerne ni les sons que j'ai entendus.
Le service militaire vous apprend que certaines expériences ne se traduisent pas en conversations civiles, que certaines vérités sonnent comme des délires quand on les prive de leur contexte. Mais je ne peux pas chasser le souvenir de ce tapotement rythmé, de la précision désespérée du SOS transmis à travers les parois en aluminium, des empreintes de mains qui n'existaient que dans la vision périphérique. Le lendemain matin, l'Interstat rouvre sous un ciel bleu cristallin qui fait de la nuit précédente un cauchemar. J'achève ma livraison à Denver avec 3 heures de retard, bien dans les délais acceptables pour les retards dus au temps, et dépose un rapport de trajet routinier mentionnant des conditions extrêmes et un arrêt d'urgence pour évaluation asthma. Rien sur les signaux SOS fantômes ou les empreintes de mains impossibles. 2 semaines plus tard, je transporte de l'électronique à travers le même tronçon de LI-70. La citerne abandonnée a disparu, enlevée par des entrepreneurs environnementaux, selon un équipage routier que j'interroge. Mais au kilomètre 119, où le terre-plein montre encore de faibles traces de brûlure de mes fusées de détresse, je ralentis et écoute. Le moteur du Volvo bourdonne, les chaînes à neige chantent contre l'asphalte, et la CB grésille avec les conversations normales des chauffeurs. Mais en dessous de tout cela, si je tends l'oreille et laisse mon imagination vagabonder, je peux presque l'entendre. Un léger tapotement, 3 courts, 3 longs, 3 courts, transmis à travers l'air de la montagne, comme un écho d'une autre dimension. Peut-être est-ce le vent à travers les parois du canyon. Peut-être la dilatation thermique des glissières de sécurité. Peut-être le son de mon propre pouls amplifié par l'altitude et la mémoire. Ou peut-être que dans l'air raréfié et le silence infini des rocheuses du Colorado, certains signaux de détresse ne cessent jamais d'être émis, peu importe qu'il reste quelqu'un en vie pour les envoyer. Je m'appelle Maya Rodriguez, 2e génération mexicaine-américaine, 29 ans, et je conduis un Kenworth T680 de 2020 depuis à peine 8 mois. Mon grand-père transportait des produits de la vallée centrale de Californie à l'époque où la discrimination signifiait qu'on ne pouvait même pas faire le plein dans certaines stations-service. Et mon père a conduit des meubles d'un océan à l'autre pendant 30 ans avant que son dos ne lâche. Le camionnage est dans mon sang. Mais ce soir, je me demande si je suis faite pour cette vie. Je suis en direction ouest sur la route 66 à travers le haut désert de l'Arizona, transportant des produits réfrigérés de Phoenix à Flagstaff. De la laitue, des fraises, des avocats destinés aux restaurants de stations balnéaires qui facturent 20 $ une salade. La cargaison vaut peut-être 8 000 $. Mais la perdre me coûterait mon emploi et me mettrait probablement sur liste noire auprès de chaque compagnie de produits du Sud-Ouest. C'est le 3 août. Le thermomètre indique 47 degrés Celsius. Bien que le soleil se soit couché derrière les San Francisco Peaks il y a 1 heure, le désert retient la chaleur comme une poêle en fonte, irradiant à travers l'asphalte et faisant scintiller l'air même dans l'obscurité. Mon unité frigorifique tourne à plein régime, cliquetant comme un climatiseur diesel, mais les produits restent stables à 1 degré Celsius. J'ai 204 km jusqu'à Flagstaff et une fenêtre de livraison à 6 heures du matin qui ne tolère aucun retard. La route 66 sur ce tronçon est une chaussée à 2 voies sans service, sans tour de téléphone, juste une sagebrush sans fin et l'occasionnel cadavre d'animal cuisant sur l'accotement. Vers le kilomètre 198, mes phares éclairent quelque chose sur la route devant moi. Une forme sombre étalée sur la ligne centrale. Je rétrograde, le frein moteur grondant, et ralentis de 105 à 65 km/h. Alors que je m'approche, la forme se précise en un gros camion, une cabine jour transportant un plateau chargé d'équipements de construction. Le camion est en portefeuille à travers les 2 voies, bloquant complètement l'autoroute. Pas de fusée, pas de triangle d'avertissement, pas de feu de détresse, juste un camion désactivé assis dans le noir comme un barrage routier. Je m'arrête à 50 mètres et mets mes feux de détresse en clignotement. La CB grésille de parasites, mais pas de conversation. Inhabituel pour une route principale, même la nuit. Je prends le micro sur le canal 19. Route 66 et kilomètre 198. On a une unité désactivée bloquant les 2 voies. Chauffeur, si tu m'entends, quelle est ta situation? Le silence répond. J'essaie à nouveau sur le canal 9, la fréquence d'urgence. Toute station à l'écoute. Véhicule commercial bloquant la route 66A. Le chauffeur a peut-être besoin d'assistance. Rien que du bruit blanc et le bourdonnement lointain de mon unité frigorifique. J'attrape ma lampe torche et descends, laissant le moteur tourner et les portes déverrouillées. Une habitude que mon père m'a inculquée après 30 ans de rencontres en bord de route. L'air du désert frappe comme l'ouverture d'une porte de four, sec et brûlant même à 22h30. Quelque part dans l'obscurité,
Un coyote glapit une fois et se tait. Mes bottes crissent sur le gravier alors que j'approche du camion en portefeuille. Le faisceau de ma lampe torche danse sur les pare-chocs chromés et les garde-boue décorés de silhouettes de femmes nues. La cabine jour est un Freightliner Cascadia de 2015, plaque de l'Arizona, logo de compagnie trop effacé pour être lu dans la faible lumière. La portière du conducteur est grande ouverte. La lumière du dôme intérieur projetant une faible lueur jaune. J'appelle. Chauffeur, ça va là-dedans. Aucune réponse. Je m'approche avec prudence. Bottes de combat offertes par mon père pour Noël. Craquant sur le verre brisé de la vitre passager. Le pare-brise étoilé mais intact, suggérant un impact plutôt qu'un renversement. Mais il n'y a pas de champ de débris, pas de traces de dérapage, pas de preuve de ce qui a causé le portefeuille. La cabine est vide. Siège conducteur réglé pour quelqu'un de ma taille. Carnet de bord ouvert sur le tableau de bord. Thermos de café encore chaud dans le porte-gobelet. Les pages montrent un chauffeur nommé Peterson transportant des barres d'armature de Tucson à Las Vegas. En retard mais légal sur les heures. Sa signature de la dernière station-service date de seulement 3 heures. Le siège passager contient un atlas routier, un chargeur de téléphone portable et un reçu de station-service horodaté à 19h47, il y a 90 minutes. Où que Peterson soit allé, il a abandonné son camion récemment et apparemment en hâte. Je fais le tour de la remorque plateau, vérifiant les sangles et inspectant la cargaison. 20 tonnes de barres d'armature en acier correctement sécurisées. Aucun déplacement ou dommage. Les feux de gabarit de la remorque sont éteints. La connexion électrique rompue lorsque l'unité s'est mise en portefeuille. Mais les barres d'armature elles-mêmes racontent une histoire. Plusieurs pièces ont été retirées de la couche supérieure, laissant des espaces dans l'agencement autrement ordonné. Acier lourd, chaque pièce pesant des centaines de kilos, déplacée à la main sous 38 degrés Celsius. Pourquoi quelqu'un volerait des barres d'armature au milieu du désert? C'est alors que j'entends la voix, faible, étouffée, venant de quelque part devant dans l'obscurité. À l'aide. Aidez-moi. Une voix d'homme, à peine audible par-dessus le vent du désert. Je suis le son. Faisceau de ma lampe torche balayant les buissons de créosote et les cactus en tonneaux. La voix se fait entendre à nouveau, plus claire maintenant. Par ici, je ne peux pas bouger. À 20 mètres du camion désactivé, ma lumière capte un mouvement derrière un groupe de cactus cholla. Une figure est allongée sur le sol, agitant faiblement. Je m'approche avec prudence, la main sur le couteau clipsé à ma ceinture. Un autre cadeau de mon père, qui m'a appris que l'assistance en bord de route pouvait devenir prédatrice sans avertissement. L'homme au sol semble avoir la cinquantaine, portant un jean et une chemise à carreaux trempés de sueur. Son visage est brûlé par le soleil et poussiéreux, les lèvres gercées par la déshydratation. « Merci mon Dieu !» allait-il quand ma lumière le frappe. Je pensais que j'allais mourir ici. « Toi, Peterson ?» Je demande, gardant mes distances. Il hoche la tête, luttant pour s'asseoir. Le camion est tombé en panne, j'ai essayé de marcher pour trouver de l'aide. Je me suis perdu dans le noir, j'erre depuis des heures. Son histoire a du sens. La désorientation dans le désert est courante et les services les plus proches sont à 50 km dans les deux sens. Mais quelque chose ne va pas, ses vêtements sont sales mais pas déchirés. Bottes à peine éraflées pour quelqu'un qui a trébuché à travers des cactus et des rochers. Et son camion est clairement visible d'où il est allongé. Ses feux de gabarit projetant des reflets ambrés sur l'autoroute. Qu'est-il arrivé à ton camion? Je demande, lui offrant ma bouteille d'eau. Il boit avidement, en renversant la moitié sur sa chemise. J'ai perdu la direction assistée en prenant un virage, mis en portefeuille, en essayant de le garder sur la route. J'ai eu de la chance de ne pas le renverser. Il désigne le camion d'une main tremblante. La radio est morte. Le téléphone n'a pas de réseau. Je suis en panne depuis le coucher du soleil. Je l'aide à se lever, notant qu'il est plus stable sur ses pieds que quelqu'un souffrant d'une véritable insolation ne le serait. Mon camion a une communication satellite. Je lui dis. On peut appeler un dépanneur. Te faire dépanner. Il sourit, montrant des dents trop blanches pour un chauffeur vétéran. Je t'en suis reconnaissant, mademoiselle. Tu es une sauveuse. Nous marchons vers mon Kenworth. Peterson s'appuyant sur mon bras, mais sans vraiment mettre son poids dessus. Alors que nous passons devant son camion désactivé, je remarque des détails qui ne m'avaient pas frappé avant.
Les réservoirs de carburant sont pleins. Les jauges visibles à travers la porte ouverte. Le moteur ne fume ni ne surchauffe. Aucune preuve de défaillance mécanique. Le plus révélateur, le train d'atterrissage de la remorque est abaissé, soutenant l'avant du plateau. On ne baisse pas le train d'atterrissage pendant une urgence de portefeuille. On le fait quand on se déconnecte délibérément de la remorque. Peterson, je dis, m'arrêtant à côté de sa cabine. Pourquoi t'es-tu déconnecté de ta remorque? Il cligne des yeux, la confusion traversant ses traits. Quoi? Je ne l'ai pas fait. L'impact a dû. Il s'interrompt, réalisant son erreur. La poignée de déverrouillage de la sellette est clairement visible dans la cabine, tirée en position déconnectée. Aucun impact ne cause ça. Seulement une action délibérée du chauffeur. Je recule, la main glissant vers mon couteau. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Le comportement de Peterson change instantanément, l'acte de déshydratation désespéré tombant comme un masque jeté. Il se redresse, ne s'appuyant plus ni ne chancelant, et sa voix perd son bord désespéré. « Fille intelligente », dit-il presque avec admiration. « Trop intelligente pour ton propre bien. » C'est alors que j'entends des moteurs. Plusieurs véhicules approchant de l'est. Phare encore sous l'horizon, mais devenant plus brillant. Peterson sourit et prend une radio portative que je n'avais pas remarqué clipsée à sa ceinture. « Colis en approche », dit-il dans l'appareil. Un chauffeur, féminin, probablement armé. Protocol D-Interception Standard. Mon sang se glace malgré la chaleur du désert. Ce n'est pas une panne. C'est une embuscade. Le camion désactivé est un appât. Peterson, l'appât. Et je suis tombé droit dans une opération de vol de cargaison qui fonctionne probablement sur cette route depuis des mois. Les véhicules approchants sont les muscles venant pour transférer ma cargaison et se débarrasser des témoins. Je pense aux histoires de mon grand-père sur le bon vieux temps où les pirates de la route abandonnaient les chauffeurs dans le désert et volaient des camions entiers. Certains de ces chauffeurs n'ont jamais été retrouvés. Je cours. Pas vers mon camion. C'est ce qu'ils attendent. Mais dans le désert, lampe torche éteinte, espérant que l'obscurité me cachera jusqu'à ce que je puisse faire le tour ou trouver de l'aide. Derrière moi, Peterson crie des instructions à la radio. Direction sud dans les buissons, peut-être à 50 mètres. Elle a une lumière, mais elle court dans le noir maintenant. Les phares balaient l'autoroute alors que 3 véhicules arrivent. 2 PQPS et un semi-remorque, probablement volés, prêts à prendre ma cargaison réfrigérée. Le sol du désert est traître dans l'obscurité. Chaque pas est un pari entre un sol solide et des obstacles cachés. Un cactus cholla accroche mon jean. Des épines comme des hameçons déchirant le tissu et la peau. Les rochers tournent sous mes bottes, menaçant de me tordre une cheville. Mais je continue de bouger, utilisant le son pour naviguer. Les voix de l'autoroute devenant plus faibles. Le bruit des moteurs se répandant alors qu'ils commencent leur recherche. 20 minutes après ma fuite, je suis perdu. Les lumières de l'autoroute ont disparu derrière de basses collines et le désert s'étend sans fin dans toutes les directions. Ma bouteille d'eau est restée dans le camion et la température est encore au-dessus de 32 degrés Celsius. Sans abri ni navigation, j'ai peut-être 6 heures avant que la déshydratation ne devienne mortelle. Mais m'arrêter signifie être capturé, et être capturé signifie disparaître dans le vide immense qui avale les témoins gênants. Je grimpe sur un affleurement rocheux, espérant une vue sur l'autoroute. Du sommet, je peux voir la lueur des phares à peut-être 1,6 km. Mon camion entouré des véhicules des pirates. Ils transfèrent la cargaison, probablement vers des conteneurs réfrigérés dans leur semis. Une opération professionnelle, efficace et rodée. Dans 1 heure, ils seront partis, ne laissant que la cabine jour abandonnée de Peterson et des questions que personne ne posera parce que les chauffeurs de produits disparus ne sont qu'une autre victime d'une profession dangereuse. C'est alors que je repère un deuxième jeu de lumière approchant de l'ouest. Encore lointain, mais se déplaçant vite. Un seul véhicule roulant à la limite de vitesse. Probablement un voyageur légitime qui ne sait pas qu'il roule vers une scène de crime active. Je sors mon téléphone portable, priant pour une seule barre de réseau. Rien. Mais la lampe torche LED du téléphone fonctionne encore. Je couvre la lentille avec mes doigts, créant une faible lueur rouge, et commence à signaler SOS vers le véhicule approchant. 3 courts, 3 longs, 3 courts, répétés jusqu'à ce que mon pouce se crampe.
Le véhicule en direction ouest ralentit, puis s'arrête. À travers l'air du désert, j'entends un moteur diesel. Un autre camionneur probablement se demandant ce qui se passe devant. Parfait. Les camionneurs surveillent les radios CB religieusement. Et même ces pirates ne prendront pas le risque d'attaquer un autre gros camion avec un chauffeur qui peut appeler à l'aide. Je me précipite en bas de l'affleurement, me dirigeant vers le son, utilisant chaque point de repère que je peux mémoriser pour naviguer dans l'obscurité. 15 minutes plus tard, j'émerge de la ligne de buisson à 50 mètres d'un Peterbilt au ralenti avec des plaques du Montana. Le chauffeur, un homme buriné dans la soixantaine, se tient à côté de sa cabine avec des jumelles, étudiant la scène devant lui. Je m'approche lentement, les mains visibles, appelant avant de me rapprocher assez pour sembler menaçante. « Chauffeur, j'ai besoin d'aide. Il y a un détournement en cours plus loin. » Il baisse les jumelles et m'étudie. Jambes déchirées, épines de cactus, couvertes de poussière et épuisées, mais clairement pas une menace. « Tu es la conductrice de ce frigo ?» Je hoche la tête et explique rapidement le camion désactivé, la tromperie de Peterson, les véhicules approchant. Il écoute sans m'interrompre, puis sort un téléphone satellite. Dispatch du DOT du Montana. Ici l'unité 447. J'ai besoin d'une réponse immédiate de la patrouille routière. Route 66 et kilomètre 198. Détournement armé en cours. Chauffeur en sécurité mais bloqué. La réponse est rapide et professionnelle. La patrouille routière de l'Arizona a eu des rapports de vol de cargaison le long de ce tronçon. Et ils ont mené des opérations de surveillance. Des unités non marquées sont déjà en position pour l'interception, et l'appel du chauffeur du Montana fournit des renseignements en temps réel dont ils ont besoin pour bouger. Il me garde derrière son camion pendant que nous attendons, partageant de l'eau et mettant à jour le dispatch sur les mouvements des pirates. 20 minutes plus tard, le désert explose de lumière rouge et bleue alors que la police d'État ferme les issues de plusieurs directions. Les véhicules des pirates se dispersent, mais il n'y a nulle part où fuir sur une autoroute vide avec un soutien aérien vectorisant les unités au sol vers tout mouvement. 2 PQPS sont arrêtés en quelques minutes. Les conducteurs arrêtés sous la menace d'une arme. Le semi-volé abandonne ma remorque et s'enfuit à travers le désert, mais l'imagerie thermique de l'hélicoptère le suit jusqu'à un ravin où le chauffeur se rend plutôt que de risquer de se renverser dans le sable mou. Peterson a disparu depuis longtemps, s'étant fondu dans les buissons quand les premières lumières de police sont apparues. Mais les 2 pirates en garde à vue fournissent assez d'informations pour démanteler un réseau de vol qui opérait sur la route 66 depuis 8 mois. Ils se font passer pour des chauffeurs en détresse, utilisent de faux camions désactivés comme appât, puis transfèrent les cargaisons volées vers des conteneurs réfrigérés pour le transport vers le Mexique. Simple, efficace et rentable jusqu'à ce qu'ils ciblent une conductrice assez intelligente pour reconnaître le piège. Mon Kenworth et sa cargaison sont récupérés intacts. Les produits sont encore froids, l'horaire de livraison peut être sauvé avec une poussée matinale vers Flagstaff. Les troopers de l'Arizona prennent ma déposition sur le bord de la route, louant la rapidité d'esprit qui a sauvé à la fois la cargaison et des vies. Le chauffeur du Montana refuse toute récompense, disant que la justice routière est un paiement suffisant, mais j'obtiens son nom et les informations de sa compagnie. Certaines faveurs méritent d'être mémorisées. L'aube se lève sur les San Francisco Peaks alors que je roule enfin vers Flagstaff, 6 heures en retard, mais vivante et avec la cargaison intacte. Le responsable de la réception de la station gronde à propos du retard, jusqu'à ce que je mentionne la tentative de détournement. Alors son attitude passe à quelque chose entre le respect et l'émerveillement. Tu as repoussé des voleurs de cargaison et sauvé le chargement. Mademoiselle, tu es plus dure que les barres d'armature qu'ils essayaient de voler. Peut-être. Peut-être que le camionnage est vraiment dans mon sang. Transmis à travers des générations de chauffeurs qui ont refusé de laisser les criminels transformer les autoroutes américaines en terrain de chasse. Ou peut-être que j'ai juste eu de la chance, suis tombé dans un piège, mais ai trouvé le courage de me battre pour m'en sortir. Dans les 2 cas, quand j'appelle mon père ce soir-là pour rapporter l'incident, il y a de la fierté dans sa voix qui rend chaque épine de cactus et chaque heure de sommeil perdue digne. « Mia », dit-il, utilisant le surnom d'enfance que je pensais avoir dépassé. « Ton grand-père serait fier. La route teste tout le monde tôt ou tard. On dirait que tu as réussi avec mention. Je pense qu'il a raison. Mais je pense aussi que je vais vérifier mes rétroviseurs plus attentivement, faire moins confiance aux étrangers, et garder ce couteau assez aiguisé pour couper plus que des sangles de cargaison. Parce que le désert m'a appris quelque chose que les histoires de mon père n'ont jamais tout à fait transmis. Ici, la différence entre un héros et une victime tient souvent à reconnaître le danger avant qu'il ne vous reconnaisse. Je frappe à nouveau, plus fort cette fois. Réveillez-vous. Il y a un problème.
Un grognement étouffé vient de l'intérieur, suivi du bruit d'un corps se redressant. Qu'est-ce qui se passe? Une voix rauque, endormie, répond à travers la porte. Quelqu'un essaie de forcer l'accès à ma remorque. Il y a une caisse suspecte à l'intérieur, et un type en salopette qui prétend être de la sécurité portuaire, mais qui n'en a pas l'air. La porte de la cabine s'ouvre brusquement. Un homme dans la cinquantaine, barbe grisonnante et yeux injectés de sang, émerge en clignant des yeux contre la lumière crue des projecteurs. « Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Je te dis qu'il y a un problème. Ce type là-bas, je pointe du doigt vers l'homme en salopette, qui s'est arrêté à une dizaine de mètres, les bras croisés, comme s'il attendait patiemment. Il veut accéder à ma remorque, et il y a une caisse dedans qui n'y était pas avant. Une caisse marquée « Matériel dangereux », avec un sceau douanier de 1987. Le chauffeur du Peterbilt me regarde, puis l'homme en salopette, puis à nouveau moi. « T'es sûr que t'as pas imaginé ça? » « Non, je ne l'ai pas imaginé. Viens voir toi-même. » Il descend de son camion, une clé à molette à la main, et s'approche de ma remorque. L'homme en salopette ne bouge pas, mais ses yeux étranges, nous suivent comme ceux d'un prédateur observant sa proie. Je sens une pression dans ma poitrine, comme si l'air était devenu trop lourd pour respirer. Bon sang! Le chauffeur du Peterbilt s'arrête net en voyant l'intérieur de la remorque. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Je te l'ai dit. Elle n'était pas là quand j'ai chargé. Et ce type, l'homme en salopette fait un pas en avant, un sourire étiré sur son visage pâle. Messieurs, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, c'est une simple procédure de contrôle. La caisse est sous scellé douanier, elle ne vous concerne pas. Le chauffeur du Peterbilt se tourne vers moi, l'air sceptique. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on ferait mieux d'appeler les vrais flics. Je suis d'accord. Je sors mon téléphone, mais avant que je ne puisse composer le moindre numéro, l'homme en salopette lève une main. Inutile. Tout est sous contrôle. Sa voix est calme, presque hypnotique. Vous pouvez reprendre la route. Votre chargement est sécurisé. Non. Je secoue la tête. Je ne bouge pas d'ici avant d'avoir des réponses. Qui êtes-vous vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? L'homme en salopette soupire, comme si j'étais une enfant têtue. Très bien. Puisqu'il le faut. Il tend la main vers sa ceinture et en sort un badge. Mais ce n'est pas un badge de sécurité portuaire. C'est un insigne que je n'ai jamais vu, un symbole étrange, une sorte de serpent enroulé autour d'un cercle, avec des inscriptions dans une langue que je ne reconnais pas. Vous travaillez pour qui, au juste? Pour une organisation qui veille à ce que certaines cargaisons Speciales. arrivent à destination sans encombre. Sa voix est toujours aussi calme, mais ses yeux brillent d'une lueur qui me glace. Cette caisse, par exemple, contient quelque chose de très précieux. Quelque chose qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Et vous, il me regarde droit dans les yeux. Vous venez de devenir la gardienne de ce colis. Jusqu'à ce qu'il arrive à Phoenix. Quoi? Je recule d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Je ne veux rien savoir de vos affaires. Je ne transporte pas de marchandises illégales. L'homme en salopette sourit à nouveau, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Ce n'est pas illégal, dit-il doucement. C'est nécessaire. Et vous avez déjà accepté cette mission en prenant cette remorque. Maintenant, il fait un geste vers le Peterbilt. Si vous voulez bien excuser mon collègue et moi, nous avons d'autres livraisons à superviser. Bonne route, chauffeur. Et n'oubliez pas, cette caisse doit arriver intacte. Sinon, les conséquences pourraient être Desagrables. Attenders. Je veux protester, mais l'homme en salopette s'éloigne déjà, se fondant dans l'ombre entre deux conteneurs comme s'il n'avait jamais été là. Le chauffeur du Peterbilt me regarde, l'air aussi choqué que moi. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Je n'en ai aucune idée, je murmure, les mains tremblantes. Mais une chose est sûre, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans cette caisse. Je remonte dans ma cabine, verrouille toutes les portes et démarre le moteur. Je dois quitter cet endroit. Maintenant. Je recule précautionneusement, m'éloignant du quai 23 comme si le bâtiment lui-même était maudit. Dans mes rétroviseurs, je vois le chauffeur du Peterbilt me faire un signe de la main, comme pour me souhaiter bonne chance. Je lui rends le geste, mais je sens que cette chance va me faire cruellement défaut. Alors que je roule vers la sortie du port, je jette un dernier regard vers le bâtiment 47. Les ombres semblent s'y agiter,
comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait encore. Je frissonne et accélère. Je dois livrer cette maudite cargaison à Phoenix, et ensuite, je jure que je ne remettrai plus jamais les pieds à Cold Springs. Le trajet jusqu'à Phoenix est une épreuve. Chaque bruit dans la remorque me fait sursauter. Chaque regard dans le rétroviseur me donne l'impression d'être suivi. Je m'arrête une seule fois, dans une station-service bien éclairée, pour vérifier les scellés de la caisse. Ils sont intacts. Mais la caisse elle-même semble vibrer, comme si quelque chose à l'intérieur était vivant. Je recule brusquement, le cœur battant. Non. Je refuse d'y croire. C'est juste mon imagination. Le stress. La fatigue. Enfin, après une nuit blanche, j'atteins le hub de détail à Phoenix. Le responsable de la réception me regarde avec un sourire fatigué. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme, chauffeur. Je ne réponds pas. Je veux juste me débarrasser de cette remorque et oublier cette nuit. Mais quand les dockers ouvrent les portes arrière, je retiens mon souffle. La caisse est toujours là. Intact. Silencieuse. Le responsable signe les papiers, puis s'arrête net en voyant la caisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je hausse les épaules, essayant de paraître détendu. Aucune idée. Ce n'était pas là quand j'ai chargé. Il fronce les sourcils, puis appelle un superviseur. Après une brève discussion, il décide de laisser la caisse dans un coin du quai, pour vérification. Je soupire de soulagement. Enfin libre. Mais ce soir-là, alors que je suis assise dans un motel bon marché à la périphérie de Phoenix, mon téléphone sonne. Un numéro inconnu. Je réponds, le cœur battant. C'est fait, dit la voix de l'homme en salopette. La livraison est arrivée à bon port. Vous avez bien travaillé. Je raccroche brusquement, les mains tremblantes. Comment a-t-il eu mon numéro? Et comment sait-il que je suis à Phoenix? Je regarde par la fenêtre, dans la nuit déserte. Quelque part, je le sens, il m'observe. Et il sait que je le sais. Le lendemain matin, je retourne au dépôt de la compagnie et raconte tout à mon dispatché. Il m'écoute, incrédule, puis appelle la sécurité. Après une longue discussion, il décide de signaler l'incident aux autorités portuaires. Mais je sais, au fond de moi, que cela ne servira à rien. L'homme en salopette et son organisation opèrent dans l'ombre, bien au-delà des lois normales. Et maintenant, je le crains, je fais partie de leur jeu, peut-être pour toujours. Une semaine plus tard, je reçois une enveloppe anonyme dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, il y a une photo. Moi, debout à côté de ma remorque, avec la caisse bien visible à l'arrière. Et un mot. La prochaine fois, ce sera différent. Préparez-vous. Jefferson. Je ne veux pas savoir ce que cela signifie. Mais une chose est sûre, ma vie sur la route ne sera plus jamais la même. Je m'appelle Carlos, 52 ans, et je conduis des camions depuis que j'ai 18 ans. J'ai tout vu, ou du moins je le croyais. Les tempêtes de neige dans les Rocheuses, les orages dans le Midwest, les routes désertes du Nevada où l'on peut rouler des heures sans croiser une âme. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui m'est arrivé il y a 3 nuits, sur l'Interstate 40, quelque part entre Albuquerque et Flagstaff. J'avais une cargaison de meubles, des canapés, des lits, des tables, à livrer à Las Vegas. Rien de précieux, juste des trucs lourds et encombrants. La centrale m'avait dit de rouler de nuit pour éviter la chaleur du désert, alors j'ai pris la route vers 22 heures, avec assez de café pour tenir jusqu'à l'aube. Tout allait bien jusqu'à ce que je m'arrête à une station-service vers minuit, quelque part en plein milieu de nulle part. Le genre d'endroit où il n'y a qu'une pompe, un distributeur de soda, et un vieux bonhomme derrière le comptoir qui regarde la télé en buvant une bière. Je fais le plein, vérifie la pression des pneus, et décide de prendre un café avant de repartir. C'est là que je l'ai vu. Un type, assis tout seul à une table dans le coin. Grand, mince, vêtu d'un long manteau noir malgré la chaleur. Il avait l'air hors du temps, comme s'il venait d'une autre époque. Ses yeux étaient étranges, trop clairs, trop brillants. Il me fixait sans cligner des yeux, comme s'il attendait que je m'approche. Je me suis dit que c'était juste un routier comme moi, un peu bizarre, alors j'ai ignoré son regard et j'ai commandé mon café. Mais quand je me suis retourné pour partir, il était là, juste derrière moi. « Tu vas à Las Vegas ?» Sa voix était douce, presque un murmure,
mais elle a résonné dans ma tête comme un coup de marteau. J'ai fait un bond en arrière, surpris. Oui, j'ai répondu, méfiant. Je peux te proposer un marché, a-t-il dit en souriant. Un marché. J.I. ri, nervosement. Écoute, mon pote, je ne cherche pas d'ennui. Je dois livrer cette cargaison et rentrer chez moi. Il a incliné la tête, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Tu as une place dans ta remorque. Un petit espace, c'est tout ce qu'il me faut. En échange, il a sorti une liasse de billets de sa poche. Je te donne assez pour prendre ta retraite. Assez pour ne plus jamais avoir à conduire. J'ai regardé l'argent, puis lui. Quelque chose clochait. Son sourire était trop large, ses yeux trop brillants. Et puis il y avait cette odeur. Une odeur de moisi, de terre humide, comme s'il venait de sortir d'une tombe. Non merci, j'ai dit en reculant. Je ne transporte pas de passagers. Surtout pas des passagers comme toi. Il a ri, un son qui m'a glacé le sang. Tu n'as pas le choix, Carlos. Tu m'as déjà accepté comme passager. Tu ne t'en souviens pas, mais si. Il y a longtemps. Très longtemps. J'ai senti une sueur froide me parcourir l'échine. De quoi tu parles? J'ai jamais vu ce type de ma vie. Il a tendu la main et l'a posée sur mon épaule. Sa peau était glacée. Tu m'as promis un voyage, a-t-il chuchoté. Et je suis venu le réclamer. Maintenant, il a désigné la porte. Ta remorque t'attend. Et moi aussi. Je me suis dégagé brusquement et je suis sorti en courant, sans même payer mon café. J'ai verrouillé toutes les portes de ma cabine, démarré en trombe, et repris la route comme si le diable lui-même me poursuivait. Mais je savais, au fond de moi, qu'il était déjà là. Dans la remorque. Avec moi. Les premières heures, tout semblait normal. Juste le bruit des pneus sur l'asphalte, le ronronnement du moteur. Mais puis j'ai commencé à l'entendre. Un grattement, comme des ongles sur du métal, venant de l'arrière. J'ai freiné brusquement, le cœur battant. Rien dans les rétroviseurs. Rien sur les caméras. Juste ce bruit, qui semblait venir de l'intérieur de la remorque. J'ai essayé de me raisonner. C'est juste le vent. Ou la cargaison qui bouge. Mais je savais que ce n'était pas ça. Parce que parfois, entre les grattements, j'entendais un rire. Un rire étouffé, comme s'il savait que j'avais peur. Et puis il y avait les ombres. Des ombres qui bougeaient dans les rétroviseurs quand je ne regardais pas directement. Une silhouette, grande et mince, assise sur les meubles à l'arrière. Mais dès que je tournais la tête, il n'y avait plus rien. J'ai appelé la centrale, la voix tremblante. J'ai dit que j'avais un problème avec la remorque, que j'entendais des bruits étranges. Ils m'ont ri au nez. Tes fatigou, Carlos. Prends une pause. Mais je savais que ce n'était pas de la fatigue. C'était lui. Le passager. Celui que j'avais accepté sans m'en souvenir. J'ai roulé toute la nuit, les mains crispées sur le volant, les yeux rivés sur la route. Je n'osais pas m'arrêter. Je n'osais même pas cligner des yeux. Parce que chaque fois que je le faisais, je sentais son souffle sur ma nuque. Comme s'il était assis juste derrière moi, attendant. Observant. Vers 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à pâlir à l'est, j'ai enfin atteint les faubourgs de Las Vegas. Le dépôt où je devais livrer était un grand entrepôt à la périphérie de la ville, entouré de parkings vides et de bâtiments abandonnés. J'ai garé le camion, les mains tremblantes, et je suis descendu pour ouvrir les portes de la remorque. Je m'attendais à le voir. À ce qu'il soit là, assis sur un canapé, me souriant avec ses yeux trop clairs. Mais il n'y avait rien. Juste les meubles, intacts. Comme si tout ça avait été dans ma tête. J'ai soupiré de soulagement, mais ce soulagement a été de courte durée. Parce que quand les dockers ont commencé à décharger, l'un d'eux a crié. « Hé, les gars! Venez voir ça !» Je me suis précipité vers l'arrière de la remorque. Et là, au milieu des canapés et des tables, il y avait une caisse. Une petite caisse en bois, comme un coffret. Elle n'était pas là quand j'ai chargé. Je le savais. Parce que cette caisse, elle était recouverte de symboles étranges, gravés dans le bois. Des symboles qui semblaient bouger quand je les fixais trop longtemps. Le docker qui l'avait trouvé a essayé de l'ouvrir,
mais la caisse était verrouillée. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, a-t-il dit, l'air nerveux. Comme un grattement. J'ai senti mon estomac se nouer. Je connaissais ce grattement. C'était lui. Le passager. Il s'était glissé dans la remorque sous la forme de cette caisse. Et maintenant, il était là, attendant que quelqu'un l'ouvre. J'ai reculé, horrifié. Ne touchez pas à ça. J'ai crié. Jetez-la. Brûlez-la. Mais les dockers ont ri. T'es dingue ou quoi? L'un d'eux a sorti un pied de biche et a forcé le couvercle. Il y a eu un silence. Puis un rire. Le même rire que j'avais entendu dans la remorque. Et puis, plus rien. Juste la caisse, ouverte, vide. Comme si son contenu s'était Evapor. Les dockers ont haussé les épaules et ont continué à décharger. Moi, je suis remonté dans ma cabine et j'ai verrouillé les portes. J'ai appelé la centrale et j'ai dit que je quittais. Que je ne conduirais plus jamais. Ils ont essayé de me raisonner, mais je savais que je ne pourrais plus jamais monter dans un camion sans entendre ce grattement, sans sentir ce souffle sur ma nuque. Ce passager, il m'avait choisi. Et il ne me lâcherait plus. Ce soir-là, dans un motel minable en périphérie de Las Vegas, j'ai fait un cauchemar. J'étais de retour sur l'Interstate 40, roulant dans le noir. Et lui, il était assis à côté de moi, sur le siège passager. Il me parlait, mais je ne comprenais pas les mots. Juste un murmure, comme le vent dans les branches. Et puis il a tendu la main, et il m'a touché l'épaule. Sa main était glacée. « Tu ne peux pas fuir, Carlos, » a-t-il dit. « Tu m'as promis un voyage. Et je suis là pour le terminer. » Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La chambre était vide. Mais sur la table de nuit, il y avait quelque chose. Une petite caisse en bois. La même que dans la remorque. Et elle vibrait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur attendait d'être libéré. Je n'ai pas ouvert la caisse. Je l'ai jetée dans les toilettes, j'ai versé de l'essence dessus et j'ai allumé une allumette. Les flammes ont jailli, noires et étranges, comme si elles n'étaient pas de ce monde. Et puis, un rire. Un rire qui semblait venir de partout à la fois. Je me suis enfui de la chambre, j'ai sauté dans ma voiture, et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Maintenant, je ne conduis plus. Je vis dans une petite maison au milieu du désert, loin des routes, loin des camions. Mais parfois, la nuit, quand le vent souffle fort, j'entends encore ce grattement. Comme des ongles sur du métal. Et je sais qu'il est toujours là, qu'il m'attend. Parce qu'un marché est un marché. Et le mien n'est pas encore terminé. Épilogue, la route sans fin. Ces histoires, aussi incroyables qu'elles puissent paraître, sont réelles. Elles viennent de chauffeurs comme vous et moi, des hommes et des femmes qui ont passé leur vie sur la route, à affronter non seulement la fatigue et les intempéries, mais aussi des choses bien plus sombres. Des choses qui défient la logique, qui se cachent dans les ombres des aires de repos, qui murmurent dans le grésillement des radios CB. La route n'est pas seulement un lieu de transit. C'est un monde à part, avec ses propres règles, ses propres dangers. Et parfois, ses propres monstres. Alors la prochaine fois que vous verrez un camion rouler dans la nuit, souvenez-vous, son chauffeur pourrait ne pas être seul. Et ce qu'il transporte pourrait bien être bien plus que de simples marchandises. Restes vigilance. Gardez vos portes verrouillées. Et surtout, ne faites jamais de promesses à des inconnus dans des stations-service désertes. Parce que sur la route, certains contrats ne peuvent jamais être rompus.